Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ici. Je vais d'abord remercier l'Académie du Climat qui accueille Hortus Focus et son partenaire, l'Association des journalistes du jardin et de l'horticulture. Ce soir, avec Céline Colin-Bélier, pédologue, et Éric Lenoir, auteur du petit et du grand traité du jardin punk, nous allons parler des zones humides. Je vais laisser nos invités se présenter plus longuement, mais pas trop, tout de même. Puis nous essaierons de définir ce qu'on appelle les zones et les milieux humides, et vous allez voir que ça n'est pas si simple. Comme vous êtes ici ce soir, je présume que le sujet ne vous est pas indifférent, donc il ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, les zones humides ont l'air d'être une préoccupation grandissante, non seulement des scientifiques, mais aussi de quelques élus, souvent un peu écolos sur les bords. Et c'est parce qu'elles ont une utilité, que dis-je, une multitude de fonctions, dont il se pourrait que notre avenir dépende. Céline, Éric, quelques mots de présentation. Céline, tu commences. Bonsoir. Donc, Céline Colin-Bélier. Comme l'a dit Isabelle, je suis pédologue. Comme souvent les gens ne savent pas ce qu'est un pédologue ou une pédologue, je vais vite fait le dire. C'est un spécialiste des sols. C'est entre le géologue et l'agronome. On regarde le sol jusqu'à à peu près 2 mètres de profondeur, là où les racines se baladent globalement, là où il y a quelques organismes, mais pas que là où il y a les organismes, des fois c'est un peu plus bas. Voilà. Ça fait 25 ans que j'ai découvert ce métier et je suis tombée dedans avec passion. Donc j'en ai même fait une thèse en cartographie des sols, en me disant c'est bien, c'est sympa, mais je ne veux pas faire de recherche. J'ai monté mon bureau d'études, il y a quelques années déjà. J'ai été présidente de l'Association française pour l'étude du sol qui fédère les spécialistes en sciences du sol. C'est une société savante. Oui, j'essaye de le faire court, promis. Que dire de plus? Dans cette association-là, j'ai créé le groupe de réflexion sur les zones humides parce que les zones humides, donc nous reviendrons dessus après, mais il y a 2 façons de l'aborder, obligatoire, réglementairement. La partie écologie aérienne, les plantes, pour faire simple, et la partie sur les sols. Et donc la partie sur les sols paraît simple, vite fait, dit comme ça, et en vrai c'est vachement compliqué. Donc entre pédologues, nous essayons d'y réfléchir. Donc j'ai créé un groupe de réflexion là-dessus. Et puis dans mon bureau d'études, je fais pas mal d'études d'ingénierie, dont les zones humides. Je suis aussi formatrice pour le Forum des marées atlantiques sur les zones humides, pour les services instructeurs. Et je suis formatrice pour les bureaux d'études en écologie. Et ça ira bien pour ce soir. Moi, je suis jardinier. C'est parfait. Ok, tu m'as battu. J'ai pas mal traîné dans les milieux humides, et donc les zones humides aussi. Et c'est des milieux que j'affectionne particulièrement, mais voilà, je pense que c'est suffisant. D'accord. Alors, avant qu'on démarre définitivement, je vous présente Isabelle Morand, qui est rédactrice en chef d'Hortus Focus, et moi, je suis Isabelle Vauconsant, et je suis journaliste aussi. Et est-ce qu'on peut commencer par une première question? C'est quoi la différence entre une zone humide et un milieu humide? Il y en a une ou pas? Parce qu'on peut se planter. Alors oui, il y en a une. Il y en a une vraiment. Ça dépend si on parle d'un côté naturaliste, principalement, ou si on parle du côté réglementaire. Du côté réglementaire, les zones humides sont vraiment définies. Les milieux humides sont aussi vraiment définis. Et les zones humides sont beaucoup moins humides qu'il n'y paraît. En fait, plein de gens pensent que les zones humides réglementaires sont des mares. Ça peut être des marais, mais pas des mares. Les mares, c'est déjà des milieux aquatiques où il y a de la faune qui vit, dont des batraciens, par exemple. C'est plutôt sympa, mais pas que. Les zones humides, il peut y en avoir dans des milieux agricoles. Et quand je dis agricole, c'est des milieux cultivés où, quand vous y allez, il n'y a pas un pet de plantes. Et par contre, il y a des zones humides. Et donc, ça se voit, c'est un taux de saturation dans les sols pendant un temps donné. Voilà, pour faire pas trop compliqué. Ça va? T'as entendu, ça t'a convenu? Oui, les zones humides, c'est vraiment très contre-intuitif parce que pour la plupart des gens, c'est voir de l'eau. Ouais. C'est voir de l'eau, mais ça peut être voir de l'eau à certains moments ou voir la trace de l'eau d'une certaine manière. C'est ça. Et alors, il faut voir la trace de l'eau. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des réactions chimiques qui se passent qui font qu'on voit l'eau. Non, je n'irai pas plus loin, promis. Sauf si vous demandez. Et souvent, il y a des agriculteurs, quand je vais dans leur terrain et que je leur dis, là, il y a une zone humide, je vous assure, et réglementairement, en fait, s'il y a une zone humide,
il y a toute une législation qui va avec de déclaration, de demande d'autorisation, de destruction, s'il y a impact, et s'il y a impact direct ou indirect, alors il y a compensation. Et selon les sites où nous sommes en France, les lieux géographiques où nous sommes ensemble, en France, pardon, le degré de compensation n'est pas le même. Il n'est pas très élevé par rapport à d'autres plantes ou animaux, mais il l'est. Et donc, des fois, je vais voir les agriculteurs, je fais des études, je fais ma carte de zone humide parce que ça m'est demandé, et ils me disent non, mais non, je vois pas d'eau, moi, quand je vais faire le labour, il n'y a pas d'eau. C'est pas un endroit où, par hasard, vous n'y allez pas en plein hiver parce que vous allez planter votre tracteur? Oui, bon, ok. Et là, en fait, ils ne voient pas l'eau, vous ne verrez pas l'eau, de fait. Par contre, vous n'y allez pas avec un tracteur. Même à pied, des fois, vous vous plantez dedans. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est un pays de zones humides? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vas-y. Oui, je sais, c'est peut-être des questions bêtes, mais... Ah non, c'est pas bête. Il n'y a que les réponses qui sont bêtes, éventuellement. On a énormément de sortes de zones humides et de milieux humides. Tu vois, j'ai mis ça, je t'en avais parlé. Merci. Donc, tout ce que vous voyez qui défile, alors c'est pas forcément qu'en France, hein, mais c'est différents types de milieux humides, dont un certain nombre de zones humides ou de marqueurs de ces zones humides. Toutes ces choses que vous voyez là peuvent être appelées zones humides ou milieux humides. Tu es d'accord avec ce que tu vois? Jusque-là, ça va. Ouais. Okay. Le muséum dit que les zones humides font partie des milieux humides. Voilà. C'est donc une spécificité, mais donc tout va bien. Mais on les étudie donc on pas va de la même parler façon. plus largement des milieux humides, je pense. Là, par exemple, on avait une tourbière juste avant. Là, c'est un simple fossé qui se remplit d'eau. Si un fossé se remplit d'eau, en général, c'est signe qu'on est dans une zone humide. Ça, c'est... Voilà. Mais ce n'est pas une vraie zone humide. Mais par contre, c'est une zone d'assèchement. L'estran, qui est la zone entre les marais, en fait, qui se couvre et se découvre en fonction des marais, est une zone humide. C'est une zone humide marine. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, attends, mais du coup, on n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah ben, si, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup. Alors, je vais compléter. C'est-à-dire que dans les études que je fais, normalement, légalement, on les fait seulement s'il y a présomption de zone humide. Mais les gens ont tellement peur de se faire taper dessus par les services de l'État qu'ils y vont. Donc des fois, je fais même des devis en disant non, mais laissez tomber, il n'y a pas de probabilité. Je peux même vous l'écrire si vous voulez, il n'y a pas de probabilité à cet endroit-là. Je ne le fais pas souvent, mais voilà. Et donc globalement, je dirais qu'un tiers des superficies que j'expertise sont en zone humide, ce qui fait quand même pas mal. En zone humide, qu'elle soit dégradée ou pas dégradée. Ça, l'état de la zone humide est plus compliqué à voir parce qu'en fait, pour savoir l'état de la zone humide, il faut regarder son fonctionnement et ses fonctionnalités. Et il faut réussir à savoir, quand elles ont été déjà impactées, un impact très simple. J'habite vers Bordeaux. Bordeaux, il y a quelques siècles, tout le pourtour de Bordeaux et même Bordeaux, c'était beaucoup une zone humide, c'était un marais. Ça a été asséché comme La Rochelle, comme plein de villes. Mais allez savoir quel était l'état initial pour savoir comment ça a été impacté et dans quel état est la zone humide. Ça, c'est hyper compliqué parce qu'autour de Bordeaux, il y a encore des zones humides. Je parle de Bordeaux parce que c'était l'exemple qui me venait, mais il y a encore des zones humides qui existent. On sait qu'elles sont dégradées, mais on ne sait pas forcément à quel point parce qu'on n'a pas l'état initial bien avant la dégradation. Sans compter qu'il peut y avoir eu d'autres facteurs, comme au début du 19e, quand le Montégoal a craché tous ses sédiments dans la Garonne et a finalement inondé des zones en amont de Bordeaux, qui ne sont plus inondées aujourd'hui, qui ne sont peut-être plus considérées ou considérables comme des zones humides. Aussi, oui, du chipote aussi. Alors, il y a quelques chiffres intéressants quand même. On considère que 87% des zones et milieux humides auraient disparu depuis 1700. 35% entre 70 et 2015, ça fait quand même pas une paille. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je peux causer? Non, vas-y. D'accord. L'agriculture, numéro 1. L'agriculture et la sylviculture, on peut souvent les lier, qui ont consisté... En fait, on a appris à faire de l'agriculture en assainissant les milieux et en les irriguant quand il y a besoin, plutôt qu'à apprendre à cultiver des milieux qui étaient constamment ou périodiquement humides. On a voulu gérer ça complètement artificiellement. Et quand Sully développe l'agriculture moderne à son époque, ça passe énormément par le drainage de toutes les parcelles qui deviennent agricoles par la suite.
alors que l'agriculture initiale se faisait plutôt dans des deltas, dans des estuaires, où on attendait la saison sèche pour pouvoir cultiver dans les alluvions qui étaient super riches sans avoir besoin de travailler le sol. Mais bon, les besoins de l'humanité ayant changé, l'aspiration à une forme d'industrie, mais sans que ce soit un gros mot, de l'agriculture, en se disant pour que le pays soit prospère, il faut que le pays mange à sa faim, ça fait ça. On ajoute les objectifs de Napoléon. Je parlais du Mont-Aigoual, mais ça avait été l'un des motifs. Le Mont-Aigoual était devenu complètement désertique à cause du surpâturage, à cause de l'arrêt de l'exploitation du châtaignier notamment. Et on s'est rendu compte que il y avait des ornières qui faisaient 1 mètre de profondeur, on n'était plus que sur le sec, il n'y avait plus une source autour, et on a replanté massivement pour pouvoir recréer des sources. Ça, c'est le Mont-Aigoual. Mais dans les Landes, on a asséché pour assainir de différentes manières par le biais des arbres, parce que notamment l'espérance de vie était de 22 ans, l'espérance de vie moyenne à cause du paludisme. Et on a la même chose en Sologne, il y a des Sologneaux ici. On sait très bien que les plantations et le drainage ont consisté juste à améliorer l'état sanitaire de régions entières et d'en tirer bénéfice économique si possible. Il y avait les guerres aussi éventuellement. Hein. Faire Oui. de la sylviculture pour la guerre, c'est pas mal. Pour les bateaux, tu veux dire ? Ouais, entre autres. Mm. Puis il y a Il y a les villes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'urbanisation depuis les années 70. On a un petit peu grandi, les villes ont un peu grossi, beaucoup grossi, et malgré Ramsar, malgré les conventions de Ramsar au milieu des années 70. Explique ce que c'est Ramsar. Parce qu'il y a non. des gens qui ne savent pas ce que c'est. Vas-y, je te laisse faire. Ah non, laisse tomber. Ouais, en fait, je sais que la loi sur les zones humides est issue de la loi sur l'eau, qui est elle-même issue de la convention Ramsar. Je ne sais pas exactement ce que c'est la protection. C'est pour ça que je te laisse la parole. D'accord, c'est un peu un ancêtre de la COP 21, mais sur la biodiversité et les milieux. Pour La simplifier. convention Ramsar, c'est un traité mondial ratifié par 170 pays en vue de protéger les zones humides et de promouvoir leur utilisation rationnelle. Voilà, c'est la définition. Merci Isabelle. Mais on peut, oui, effectivement, là-bas, alors la plantation de forêt a asséché les zones humides, mais la destruction de forêt en a aussi asséché. On prend, alors là on n'est plus en France, mais si on prend toute la Californie ou presque au sud de San Francisco, on a abattu des forêts qui étaient des forêts plutôt pluviales, enfin en tout cas qui captaient l'humidité de l'air et l'humidité qui venait de la mer, et pour créer des zones humides dans les alentours. On a tout dévasté après le tremblement de terre de 1910, si je ne me trompe pas, où il a fallu reconstruire San Francisco dans l'urgence. Et on a intégralement détruit le milieu forestier, ce qui a asséché durablement la zone, qui maintenant est une zone de maquis qu'on n'arrive pas à remettre en arbre. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris qu'elles avaient disparu, que c'était terrible, pourquoi elles servent à quoi? Puisqu'elles font que des moustiques. Déjà, c'est pas mal. Elles On aurait servent à peut-être plus quoi? d'hirondelles s'il y avait plus de zones humides. Les et de milieux moustiques. humides, pourquoi est-ce qu'il faut absolument les sauvegarder? Okay. Je peux poser juste une petite question. Qu'est-ce qu'on trouve tout simplement dans une zone humide? Est-ce qu'on trouve beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes? Est-ce que ça s'équilibre? En fait, pourquoi c'est si important et qui y habite, quoi? Alors, je dirais comme tout milieu et écosystème, quand c'est équilibré, ça s'équilibre. C'est une lapalissade, mais j'ai pas réussi à faire mieux tout de suite, là. Donc, oui, une zone humide qui est fonctionnelle s'équilibrera normalement. Si elle est fonctionnelle. Mais après, à quoi ça peut servir ou qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver si elle est... Ça dépend si elle est naturelle ou si elle est anthropisée. Quand je dis anthropisée, c'est pas construite. C'est bêtement, si vous avez de l'agriculture dessus, les sols vont être travaillés, donc il n'y aura pas de végétation spontanée, mais il y aura de l'eau qui va circuler. Alors je dis on ne la voit pas, mais quand même il y a de l'eau qui circule, qui va stagner plus ou moins, et donc il va y avoir des réactions chimiques qui vont se passer. Il va y avoir du tamponnage de l'eau qui arrive, de la pluie. Là, sur ce coup-là, on est dans la thématique du jour. De la pluie qui va arriver dans les sols, et ça va pouvoir tamponner. Et une fois qu'il n'y aura plus de pluie, c'est comme une éponge. Une fois que vous coupez le robinet, votre éponge est encore mouillée, puis elle va pouvoir vous filer de l'eau. Les zones humides, les sols peuvent faire ça, les zones humides, sans qu'il y ait de plantes, de végétaux spécifiques. Après, si vous saturez, et pour les végétaux, je laisserai Eric parler, ce sera plus simple. Mais quand vous n'avez pas de végétaux, quand vous êtes vraiment très saturé, malgré tout, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont les micro-organismes, méso-organismes, dont des bactéries, dont des virus. Alors, dit comme ça, souvent, on le voit d'un œil pas très
positif, mais les bactéries ont quand même une capacité à dégrader un certain nombre d'éléments, dont des molécules qui ne sont pas forcément hyper bénéfiques pour nous, comme les phytosanitaires. Et donc, une des particularités des zones humides, c'est qu'elles peuvent dégrader un certain nombre de produits phytosanitaires. Si vous préférez le terme, c'est les pesticides et engrais qui sont en trop grande quantité. Parce que quand ils sont en bonne quantité, les engrais vont directement à la plante. Mais en général, on en met trop. Et donc, il faut derrière éviter que ça arrive à la nappe et que du coup, on soit obligé de traiter les nappes ou au cours d'eau ou à la mer. Ça dépend où vous êtes, évidemment. Mais bref, faut éviter d'avoir à traiter cette eau pour pouvoir la boire bêtement. Enfin, bêtement, non, simplement. Et donc, dans les zones humides, ça permet, les bactéries, enfin tous les organismes du sol peuvent participer à cette dégradation. Et même s'il n'y avait pas d'organismes du sol, avec la réaction chimique qu'il y a en présence d'eau, ça permet aussi de dégrader ces molécules-là, plus ou moins. Et les temporalités. L'oxydoréduction. L'oxydoréduction, oui. Je m'étais promis de ne pas le dire, t'exagères. Et en fait, et la temporalité fait que des fois, vous êtes vraiment saturé en eau, et dans ce cas-là, vous avez certaines réactions chimiques et certains organismes qui sont présents. Et puis l'été, il fait beaucoup plus sec, il ne va plus y avoir de saturation élevée en eau, et donc vous aurez d'autres réactions qui vont avoir lieu, et du coup, ça va détruire d'autres molécules. Voilà. Donc là, à ceci s'ajoutent les végétaux. Voilà, qui vont contribuer à l'efficience, si on peut parler d'efficience, quand on parle de service écosystémique. En fait, les plantes n'ont pas besoin de nous rendre service, mais on est content qu'elles nous les rendent, qui vont consister à, par exemple, transformer certains de ces polluants. On a des hydrocarbures, s'ils ne sont pas trop gras, oui, avec parfois l'intervention de certains enzymes ou autres micro-organismes, on va pouvoir avoir des végétaux, typiquement des peupliers ou de la macette. La macette, c'est ce roseau qui fait le gros cylindre marron en tête, qui vont pouvoir consommer d'énormes quantités d'hydrocarbures à l'hectare et les transformer d'un côté en azote gazeux et de l'autre côté en carbone dans leur tissu. Donc c'est quelque chose qui est totalement inoffensif. Et on a par exemple des zones humides aux États-Unis où on a fait des tests pour traiter le trichloréthylène, ce solvant que vous connaissez peut-être, qui pue la mort quand on doit faire des peintures. Et ben on arrive à dépolluer le trichloréthylène totalement de certains sites grâce à certains peupliers. Donc voilà, ça fait partie des choses qui se font. En ce qui concerne l'équilibre, bon, alors tu parles de l'équilibre au niveau du sol, toi probablement. Si on parle du milieu, le milieu est en déséquilibre constant. Et on a une succession de moments d'équilibre provisoire jusqu'à arriver à rien en fait. Parce qu'il n'y a pas. Certains considèrent que le climax, le moment absolu d'équilibre sur un milieu, c'est quand il se transforme en forêt primaire ou quelque chose qui ressemble. Mais c'est pas forcément vrai, y compris avec les milieux humides où ça peut être des endroits submergés, où ça peut être des endroits qui s'effondrent. Pardon, excuse-moi, je te laisse poursuivre si tu voulais. Non ? T'avais peur que je dise des bêtises ? Je voulais juste compléter en disant que j'étais d'accord, que l'équilibre n'est pas forcément vers la forêt. On pense tous que l'équilibre, que si on laisse faire la nature, ça va aller vers la forêt, et c'est pas une réalité. Donc, quand je parlais d'équilibre, c'était un équilibre en déséquilibre en vrai. Oui, et c'est pas, enfin, partout. Les milieux humides, en plus, certains naissent d'accidents géologiques, d'événements. Quand vous avez d'un seul coup des énormes glissements de terrain, ça va complètement reconfigurer une région. Parfois, une glaciation va reconfigurer une région, de même qu'une sécheresse de très très longue durée va aussi la reconfigurer. On a le Sahel, par exemple, il manque très peu de choses pour que ce soit une zone humide. Très peu. C'est un peu sec quand même. Oui, mais on a une nappe qui n'est vraiment pas profonde. Et c'est des endroits qui ont été verts à certaines périodes. Alors, parmi les autres équilibres dans lesquels les zones humides ont un rôle, il me semble, il y a tout le cycle de l'eau. Je te laisse développer. Bon, d'accord. Mais parce qu'on avait une pédologue, c'était bien aussi. Le cycle de l'eau, oui, l'idée actuellement, enfin, comme je disais tout à l'heure, on a fait de l'agriculture notamment, mais bon, on ne peut pas incriminer que l'agriculture, hein, notamment sur l'émission de pollution. On a quand même plein d'autres sources de pollution qui sont pas mal. Et cette agriculture qui a eu besoin d'assainir les sols pour pouvoir cultiver, sauf quand on faisait des rizières, grosso modo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une ressource en eau qui commence à manquer par période, des fois très longue, qui arrive trop abondamment à d'autres, pas partout.
Là, on a un déficit dans le sud de la France qui ne fait que s'aggraver. Même les épisodes méditerranéens, tels qu'on les nomme maintenant pour plus les appeler Cévénols, parce qu'ils dépassent largement les Cévennes, ne compensent pas ça. Puis ils ne s'arrêtent plus aux Cévennes en plus. C'est pour ça qu'ils les appellent Ouais. méditerranéens. Ouais. Voilà, c'est sympa. On est d'accord. Et l'un des objectifs pour limiter la casse, c'est de ralentir l'eau. C'est l'un des objectifs principaux en termes agronomiques, en termes de gestion des territoires, d'aménagement du territoire, c'est ralentir l'eau dans ces zones humides, qui sont des zones tampons de mille et une manières. On a parlé du tampon chimique. C'est une zone de tampon chimique, c'est une zone de tampon biologique aussi. C'est des zones qui sont souvent des corridors écologiques extrêmement importants, voire des oasis quand elles sont dans des espaces très très morcelés. Et on a la même chose avec l'eau. En fait, on a besoin qu'elle descende lentement dans le sol, parce que les sols qui sont imperméables sont rarement totalement imperméables. Il y a toujours une petite part de porosité, et si ça ne bénéficie pas directement au sol, ça va aussi bénéficier à l'hygrométrie, l'humidité de l'air. On sait par exemple, j'ai une grosse bataille au niveau de la gestion de la forêt autour du bois mort. De bois mort qui va s'accumuler va contribuer à maintenir humide un secteur humide. Pas forcément en zone humide au niveau du sol, mais en hygrométrie aérienne. Tu veux compléter? Ouais. Et puis ça va arrêter l'eau, en fait, le bois mort aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que le cycle de l'eau, il pleut, vous l'avez senti certainement en arrivant, ça tombe sur un sol qui est plus ou moins perméable. Et il y a des sols, il peut y avoir des plantes, les plantes vont ralentir la chute de l'eau. S'il n'y a pas de plantes, ça tombe directement sur des sols nus. Les sols nus, certains sols c'est pas trop un problème. D'autres sols vont vous dire ah non mais moi je suis pas d'accord et ils vont se fermer. Alors c'est pas du tout qui nous cause, c'est simplement mécanique. Ça va se fermer et va y avoir un nappage, donc l'eau ne va pas rentrer et ça va faire de l'érosion et ça va créer une coulée boueuse en Picardie. C'est pas le premier endroit où on imagine la coulée boueuse, mais ça se fait quand même. On enlève les fossés, on enlève les zones humides, on enlève les talus, on enlève les haies, enfin on enlève tout ce qui freine l'eau en fait, et du coup l'eau va arriver directement. On va drainer, on va mettre des voiries, et tout ça en fait ça accélère le cycle de l'eau, la circulation, pas forcément le cycle, la circulation de l'eau, ça empêche que l'eau s'évapore naturellement. Quand Eric nous dit le bois mort va permettre l'hygrométrie ambiante, oui, ça le permet, avec ou sans zone humide en l'occurrence, mais ça va permettre simplement que toute l'eau qui est tombée ne se retrouve pas directement dans la mer avant d'avoir eu le temps de faire ce qu'elle avait à faire et de nourrir éventuellement des organismes au passage. Que ce soit... Elle est mieux sous forme de champignons que sous forme liquide à filer vers la mer. C'est clair. Voilà. Excuse-moi, je t'interromps. Pas de souci. Donc la zone humide sert à ça aussi, à garder cette eau-là, à la garder avant qu'elle parte à la mer, à la garder avant qu'elle descende dans les nappes, à dégrader. Et elle permet aussi à créer des lieux où il va y avoir de l'évaporation, l'évapotranspiration avec les plantes et de l'évaporation tout court, et donc à éviter que les nuages se partent au-delà de l'égoile. Puisqu'on parlait de l'égoile tout à l'heure, il y a aussi ça, c'est-à-dire que si les nuages, s'il n'y a rien pour les retenir, s'il n'y a rien pour les créer et les retenir, l'eau, elle s'en va ailleurs. Les nuages étant de l'eau s'en va ailleurs et pas de chance. C'était prévu qu'il pleuve, finalement, il pleuvra chez les autres et ça n'arrive pas forcément chez nous. Et ça crée des déséquilibres aussi pour nous. Quand on a préparé, tu nous as dit « Oh, il va falloir absolument que je parle de la peur des zones humides ». Vas-y. Oui, mais on a parlé des moustiques. Alors oui, puis on a parlé de l'assèchement. Alors oui, je voulais qu'on parle de la peur des zones humides. Il y a le fait, Eric l'a dit, les zones humides ont été asséchées pour pouvoir faire de l'agriculture parce que l'espérance de vie, c'était 22 ans, 22, 23, 30, peu importe, 15, c'est très très jeune par rapport à ce que globalement nous vivons. Et c'était parce que dans les zones humides, il y a des maladies qui sont aussi portées. C'est une réalité. Je vous ai dit, dans les sols, dans les milieux, il y a des micro-organismes, il y a notamment des virus, il y a des maladies, il y a plein de choses. Et donc, il y a cette peur-là. Donc, on a asséché les zones humides aussi à cause de cette peur-là. Maintenant, on a une autre peur, et celle-là, au moment où tu l'as dit, pendant la préparation, je n'y ai pas pensé. Maintenant, il y a une autre peur. On a peur d'avoir des zones humides. Administrativement, exactement. Et donc, les gens font le boulot, ou nous demandent de faire le boulot, mais des fois, ça ne les arrange pas.
qu'on voit. Parce que quand vous avez une zone humide, sauf ceux qui sont vraiment écolos jusqu'au bout des ongles, écolo au sens noble du terme, hein, pas forcément au sens dégradant politiquement, etc. Vraiment engagé sur le respect de la nature. Mais sinon, en général, la zone humide est une contrainte. C'est une contrainte parce que il faut l'éviter. Ça, c'est les principes d'écologie dans tous les cadres d'aménagement. Il faut éviter, réduire ou compenser l'impact que vous avez en termes d'écologie, quelle que soit la thématique de l'écologie. Sur les zones humides, c'est ça aussi. Mais les zones humides, en plus, ça va créer du travail supplémentaire parce que compenser une zone humide, on ne sait pas faire en fait. En vrai, on ne sait pas bien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser une zone humide ? Idéalement, non, alors on a dit compenser, on n'a pas dit éviter. En fait, pour compenser, idéalement, il faut en trouver une dans le même petit bassin versant, donc là où circulent les eaux, proches, et la soigner. Il faut qu'elle ait au moins le même niveau de fonctionnalité. Donc il y a un certain nombre de niveaux de fonctionnalité et de niveaux de fonctionnalité qui sont définis par l'Office français de la biodiversité suite à des études qui ont été faites. Ce n'est pas sorti du chapeau de quelqu'un qui avait décidé ça comme ça. Et il faut le gérer sur une trentaine d'années. Et ça, techniquement, c'est quand même pas si simple. Ça, après, il faut trouver ce site-là. Et ça se complique. Parce que, nous l'avons dit, les zones humides ont été pas mal dégradées. Tu l'as dit toi-même, il y en a un certain nombre qui ont été dégradées depuis les années 70, ça s'est encore accéléré. Et donc, pour les trouver des zones humides qui permettraient la compensation, c'est compliqué. Et donc, l'Office, la CDC, la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, c'est elle qui gère ça principalement, en tout cas pour le public, a beaucoup de mal à trouver des sites de compensation. Donc, s'il y a zone humide dans les projets, c'est pas hyper rassurant. Tu as parlé au début de la façon d'identifier des zones humides en fonction du sol. On a aussi la détermination par un certain nombre d'espèces végétales. Il y a à peu près 700 espèces qui, si on les trouve, sont un indicateur de zone humide. 700, c'est énorme. Mais en réalité, si vous voulez faire interdire des projets complètement débiles, comme des autoroutes ou des aéroports à Notre-Dame-des-Landes, faites faire des inventaires, faites analyser les terrains pour qu'on y trouve des zones humides. C'est très très important. Voilà, je voulais juste ajouter ça, je pense que c'est bien. Si je peux juste poser une petite question encore à Eric. Toi, tu as ton jardin qu'on est un peu nombreux à connaître, là, le Flérial. Tu as créé des bassins où tu as trouvé des zones humides que tu as entretenues, conservées. Tu es parti de quoi ? Alors, le terrain est effectivement une zone humide. J'ai tous les indicateurs de sol, de végétation initiaux qui étaient là. C'est un terrain qui était en jachère. Il y a une loi qui gère les zones humides, c'est la loi que tout le monde veut contourner quand on a des projets à développer, qui est la loi cadre sur l'eau, qui est extrêmement complexe, d'ailleurs qui parfois se contredit ou rend les choses totalement impossibles. C'est vraiment une loi importante et en même temps mal foutue, comme toutes les très très grandes lois, parce qu'il y a des spécificités territoriales ou autres. Donc mon terrain est concerné. C'était une jachère agricole depuis 3 ans. Donc j'ai chercher à aménager le terrain différemment de ce que c'était nécessairement, en essayant de maintenir les fonctionnalités de zone humide et en même temps en ayant ce que moi j'y souhaitais, c'est-à-dire des milieux humides, notamment des mares, avec mares temporaires, mares permanentes, fossés, et ramener de la diversité végétale. Voilà. Donc j'ai travaillé dans une zone humide. Pour échapper à la loi cadre sur l'eau, j'ai fait en sorte que l'ensemble de mes aménagements prennent moins de 1000 mètres carrés. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire, j'ai juste une petite question pour rebondir là-dessus, parce qu'après, il y a des différences d'échelle aussi entre des projets comme toi, tu peux les voir. J'ai des grands et des petits, j'ai pas que des grands. Oui, mais des grands, des petits, mais ça veut dire que si on peut alors créer ou recréer des zones humides chez soi quand on est un particulier. Est-ce que, on a le droit, sinon on se fait taper sur les doigts? Est-ce que si on crée une mare artificielle, quelque chose d'artificiel, mais qui va créer de la vie et qui peut éventuellement être attenant à une zone humide, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait à une échelle de jardinier toute bête?
Déjà, éviter de faire au maximum. C'est toujours la même chose. On commence par éviter. Et si on sent qu'on peut vraiment pas éviter, ou qu'on a le sentiment que ça peut réellement apporter quelque chose, mais pour ça, va vraiment falloir être honnête avec soi-même, on peut commencer à travailler. Il y a 1000 façons de le faire. On peut foutre une bâche et on a créé une zone humide si on a remis de la terre dedans. Je sais que t'aimes pas, hein, mais c'est quand même une réalité. Si on enterre une bâche à 50 cm de profondeur, qu'on remet de la terre par-dessus, on a créé une zone humide qui n'a absolument pas les mêmes fonctionnalités qu'une zone humide naturelle, parce qu'on n'a plus la porosité. Verticale, exactement, mais où on peut implanter certaines espèces qui n'auraient pas vécu là autrement. Donc on peut s'amuser à faire ça. La question c'est, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est souhaitable, est-ce qu'il vaut mieux éviter de le faire? Si on parle ressources en eau actuellement, puisqu'on a parlé du manque d'eau, l'eau est mieux dans le sol qu'à l'air libre. Si on parle de biodiversité, avec certaines espèces qui ne trouvent plus de milieu à habiter, qui sont par exemple certains milieux humides, ça a de l'utilité d'en faire. Éventuellement, si la ressource en eau est suffisante, si on ne contribue pas à l'épuisement de cette ressource en eau qui devrait être contenue dans le sol plutôt que l'inverse. Donc c'est des sujets où il n'y a pas de réponse type. Toute vendue. Non, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand on crée une mare, c'est intéressant, ça crée un milieu humide avec tout un écosystème qui va venir là, des batraciens très certainement, et c'est intéressant en termes de biodiversité. Mais quand tu crées une mare, en fait, il faut bien voir que derrière, tu as drainé l'eau en réalité. C'est-à-dire que toute l'eau qui pourrait rester dans les sols et être protégée de l'évaporation, tout simplement. Tu as une plus grande surface d'évaporation quand tu crées une mare. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est intéressant? Quel est l'objectif qu'on va vouloir atteindre? Pourquoi on le fait? En clair, pourquoi on le fait honnêtement, intégral? Oui, parce qu'en plus de l'évaporation, tu as l'augmentation de la température de l'eau dans le milieu. Donc, tu as des proliférations de certains pathogènes potentiellement. Ça devient un milieu qui peut être accueillant pour certaines espèces exotiques invasives. Si on accepte ce sujet, moi c'est mon cas, j'accepte. On peut avoir d'autres types de problèmes en fait. On peut faire un endroit qui soit plus problématique qu'utile. D'où l'honnêteté et d'avoir une posture la plus humble possible. Alors, après, pour revenir sur ta question de est-ce qu'on peut reconstruire des zones humides ou des milieux humides, on peut reconstruire des sols. Partons pas... Eric, c'était un cas particulier où il y avait déjà un terrain qui était en friche et voilà, il y a eu transformation. Partons du cas extrême où c'est du bitume. Bon, un ancien parking, par exemple, au hasard, mais pas que, une friche industrielle, etc., où il n'y a pas de sol. On sait reconstruire des sols. Ce n'est pas hyper simple, mais on sait reconstruire des sols. On sait reconstruire des sols qui sont relativement fertiles. Quand je dis relativement, ils peuvent être très fertiles, réellement. On sait comment ils fonctionnent. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est leur métier. Enfin, il y a des chercheurs qui travaillent depuis un certain nombre d'années sur les sols en ville, ce qu'on appelle les anthroposols, c'est leur petit nom. Et donc on sait faire ça. C'est du génie pédologique, comme il y a du génie écologique. Il y a du génie pédologique, pardon. Et donc on sait comment fonctionnent les sols de zone humide. Il y en a un certain nombre très caractéristiques. Donc on saurait faire. Il faut juste réfléchir à comment on le fait, où on le fait, pourquoi on le fait et combien ça va coûter. Tout de suite maintenant là pour l'agent, enfin pour le service instructeur, pas le service instructeur, pour le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, merci, qu'il soit public ou privé. Et quel est l'avantage à terme? À terme, je suis convaincue qu'à 10 ans, ça sera intéressant, même peut-être à 5 ans. Mais là, tout de suite maintenant, est-ce que réellement c'est intéressant? Il va falloir tenir la terre, il va falloir... Enfin, de toute façon, c'est tous les problèmes de génie écologique et de génie pédologique. Donc oui, c'est faisable. La réponse est oui. Et comme partout, en fait, quand on a cet élan actuellement pour recréer des forêts, etc., c'est bien, il en faut. On gagne énormément de temps en ne bousillant pas l'existant. Oui. C'est aussi simple que ça. Si on est très fier de replanter 2500 km de haies par an cette année, dans le même temps, il y en a 7000 km qui sont détruites. 23 500. 23 500. Alors, il y a deux chiffres différents et tout le monde n'est pas d'accord. 23 500 détruits tous les ans.
Donc ça pique un peu quand même. Et les zones humides, c'est pareil. Vous avez une belle zone d'activité qui s'installe, qui s'appelle la Noue Blondeau, le marais du machin, le vieux Saule. Tout ça, c'est des indicateurs du fait que cette saloperie de machin de zone d'activité de mes pieds est installée précisément sur une zone humide qu'on a bousillée pour pouvoir faire des cabanes en métal pour vendre des cochonneries qui viennent du monde entier, quoi. Et tout ça en disant derrière, on va compenser. Donc oui, on peut recréer, mais il ne faut pas que ce soit un justificatif pour détruire. C'est-à-dire que réutilisons déjà l'existant pour reconstruire des lieux d'habitation, des lieux avant de songer, ou des lieux de commerce, ou des lieux, voilà, avant de songer à compenser en recréant. Et après avoir détruit des milieux qui sont soit naturels, soit même agricoles. Et justement, en agriculture, on commence à rencontrer des pratiques. On commence, hein, c'est timide. Il y en a qui veulent, y compris chez les grands méchants conventionnels, parce qu'ils veulent des petits labels qui sont sympas. En tout cas, ils font des choses qui consistent, par exemple, à arrêter d'aller cultiver là où leurs tracteurs s'enfoncent. C'est parce qu'ils y allaient quand même, parce qu'ils avaient besoin que ce soit cultivé pour pouvoir toucher les aides PAC à la surface semée. Donc là, avec l'adaptation de la PAC, la politique agricole commune à l'échelle de l'Europe, pour intégrer certains milieux aux primes que les filles peuvent toucher, on commence à avoir un élan qui consiste à parfois préserver des zones humides qui peuvent redevenir éventuellement des milieux humides, mais pas toujours, en tout cas qui ne sont plus travaillés au point de les bousiller. Est-ce qu'on peut essayer de prendre quelques exemples de zones humides qui existent encore aujourd'hui, mais qui seraient menacées ? À part toutes, tu veux Notre-Dame-des-Landes ? Alors, des précises. Alors, une que je connais bien parce que nous y avons travaillé, c'est la zone humide qui est autour du lac de Sivins, qui a fait un petit peu parler d'elle. Avec un petit mort. Avec un mort il y a une quinzaine d'années. Et donc, c'est un de mes confrères qui a été un alerteur, qui a permis que le chantier soit arrêté. Et il se trouve que quelques années plus tard, genre 10 ans après, le dossier n'est pas totalement enterré. Et donc, avec des collègues écologues, nous avons refait l'étude zone humide pour voir si le réaménagement qui avait été fait pour refaire la zone humide au moins portait ses fruits et voir s'il y avait de nouveau une zone humide. Donc, nous avons vu que la zone humide, initialement cartographiée, avait été un peu plus grande maintenant que ce qui avait été cartographié, mais aussi parce que les façons de faire ont légèrement changé en fait réglementairement. Voilà. Donc voilà, il y a Sivins. Voilà. Alors ça, c'est un cas d'école de zone humide sensible qui a été mené sciemment, par le ministère de l'Agriculture. Normalement, sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour voir le dossier. Je peux vous dire que quand on étudie ça, on serre les fesses, parce que vous avez d'un côté les à fond pour faire la retenue d'eau, puis de l'autre côté, vous avez ceux qui sont à fond contre. Et ben, vous êtes droit. Hein. Quand vous faites l'étude, déjà, on a tendance à être bien droit, parce que autant être... j'ai dans l'idée... Ouais, objectif et intègre. Quand on fait des études comme ça, il faut être objectif et intègre. C'est mon point de vue. Mais là, d'autant plus. Voilà. Ça te va comme exemple? C'est un exemple. Il y en a d'autres? Il y en a partout. Enfin, vraiment. Là, moi, j'ai le nez en Bretagne actuellement. Et, en Bretagne, on a même pas parlé des algues vertes et tout ce qui va avec, mais en attendant, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est assez dramatique. C'est que le bocage breton et certains paysages vraiment de zones humides ont été préservés pendant très longtemps grâce à l'élevage, avec tous les défauts qu'il peut avoir dans la façon dont il est pratiqué et ce que ça implique notamment pour la production des algues vertes ou autres. Mais maintenant, l'élevage, c'est un peu difficile pour certains, on lâche un peu l'affaire, et surtout la chimie permet de cultiver par exemple des plantes comme le colza. Donc on commence à faire des grandes cultures en Bretagne, ce qui ne se faisait pas beaucoup, en tout cas en centre-Bretagne, et ça c'est une énorme menace pour les milieux. Oui, on a vu aussi cet été du maïs aussi, des grands champs de maïs. Alors le maïs, ça fait déjà un moment, mais qui descendent jusqu'à la mer. Oui, il faut bien les nourrir, ces braves bêtes, avec du maïs qui est ensilé, puisqu'elles ne peuvent plus manger de l'herbe.
D'accord, donc la destruction des zones humides s'est accélérée depuis les années 2000 et on n'a pas le sentiment que ça ralentit. Ben non. Ben non. Ben non, on ne peut pas dire autre chose. Il y a une prise de conscience, c'est ça qui est dingue en fait. C'est qu'on a une prise de conscience. Oui, si on arrive à avoir le diaporama qui est sur l'ordinateur, ce serait génial. Merci beaucoup, c'est super. On a des techniciens qui viennent pendant la séance. Les danseuses arrivent juste après. Ah non, non, moi je veux que des danseuses. Bref, non, c'est histoire de dire des bêtises. Je sais plus, ouais, ça s'accélère. En fait, la prise de conscience est réelle. Vraiment, l'ONU, toutes les agences internationales d'études écologiques, étatiques, savent à quel point c'est prépondérant. On en parle avec les mangroves, on a eu un petit échange sur les mangroves qui sont parmi les freins à l'érosion du trait de côte dans toutes les régions qui sont en train de se faire bouffer, qui sont tropicales notamment, mais bon, les mangroves, on a aussi, nous, des deltas, des endroits comme ça qui pourraient être renforcés. Et tout le monde sait, en fait. Tout le monde sait, aux plus hautes échelles. Sauf qu'on est incapable actuellement de freiner l'expansion des villes. On était censé faire du zéro artificialisation nette. La réponse, c'est mon cul. Voilà, je suis désolé, mais non, mais c'est hallucinant quand même. Attends, c'est que le début. Oui, c'est que le début. Ouais, mais c'est juste absurde en fait. C'est ça qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on a c'est comme pour le réchauffement climatique, on est à l'Académie du climat. Il n'y a aucun doute. On a la liste des choses à faire. Ça passe énormément par la préservation. C'est le moyen le plus rapide de régler une partie de nos problèmes. C'est préserver ce qui existe et renforcer ce qu'on a commencé à protéger. Mais on s'en cogne parce que l'économie passe avant, parce que les gens veulent des endroits où habiter et que quand tu es dans une ville, en général, beaucoup de villes sont faites au bord d'une rivière ou avec une rivière qui les traverse, et quand on s'étend, on reste dans le lit de la rivière parce que c'est à peu près à plat, on va rarement aller sur les coteaux et que c'est toujours ou presque dans des zones humides. Par exemple. Alors, pour la clarté du propos, si on listait un peu les zones humides, le type des zones humides, il y a des zones palustres, il y a des zones artificielles. Qu'est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, les marais, les tourbières, les marécages, mais est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans les zones humides exactement? Les tourbières sont des zones humides. Les marécages et les marais sont plutôt des milieux humides. Et après, il y a les zones marines. Il y a les landes humides. Il y a ce qu'on appelle les landes humides. Ça se définit aussi. Alors c'est plutôt une définition écologique, la lande humide, mais ça existe. Il y a les... alors là, je suis en train de réfléchir. Les estuaires. Non, alors c'est plutôt en fonction des milieux et des plantes. C'est souvent les plantes qui vont donner le nom de la zone humide. On ne parlera pas des zones humides agricoles, vu que celle-là, il n'y a pas de plantes naturelles. Tu as les aulnaies. Les aulnaies sont des zones humides, mais qui peuvent être en estuaire ou pas en estuaire. C'est vraiment des lieux où tu auras des forêts d'aulnes. Il y a toutes les mégaforbières. Toutes les mégaforbiers, tout ça, tu en as plein. En fait, il y a une classification qui s'appelle EUNIS, qui liste les milieux déjà. Et rien que les milieux humides, on en a une liste incommensurable. Entre les prairies humides d'altitude, les prairies humides de plaine. Enfin, il y a énormément de zones humides. Comme disait Céline, il y en a quand même un tiers des milieux sont des zones humides, grosso modo. Grosso modo. Après si, il y en a une que j'aime beaucoup, notamment parce qu'on la trouve pas mal chez moi et parce que du coup j'ai découvert un papillon. Il y a les Landes à Moligny avec le Fadet des Lèches, qui est un papillon. Le Fadet des Lèches. Non, il faut quand même ralentir le truc, parce qu'ils vont rien comprendre, les pauvres. Pardon, vas-y, redis-le. La Moligny, c'est une plante, et la Lèche, c'en est une autre. Elles vivent toutes les deux dans les zones humides. Ce sont principalement, parce que la Moligny peut être sur milieu calcaire et pas humide. Oui, mais elle est capable d'aller chercher la flotte très très loin, la Moligny. Ouais, mais du coup, ça fout le merdier pour les écologues. Ça les occupe. Non, mais du coup, il y a un papillon dedans, donc ça s'appelle la lande à Moligny avec le Fadet des Lèches. Voilà, oui. J'aime beaucoup. Je crois qu'en France, la plus grande des zones humides, c'est le delta du Rhône. C'est vrai, ça se confirme? Avec la Camargue, ouais, j'imagine. Oui, ça se confirme.
Oui, je pense que c'est la zone humide d'un seul tenant. La zone humide d'ailleurs, sans Z. La zone humide d'un seul tenant, oui, ça me paraît probable. Parce qu'après, en termes de longueur, tu peux avoir, tu demandais tout à l'heure les zones humides, un exemple de zone humide qui a failli être impactée ce coup-ci. Et finalement, ils ont décidé de ne pas faire, c'est la CNR, Compagnie Nationale du Rhône. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui est de Lyon, notamment, enfin par là. La CNR avait dans l'idée de faire un nouveau barrage. Voilà. Et le projet a été, au moins pour l'instant, abandonné. Oui, non, je dis pour l'instant parce que voilà, c'est tout frais de cette année. Mais il se trouve que j'avais été contactée pour accompagner les équipes là-bas. Et c'est le long du Rhône, c'est dans la plaine alluviale du Rhône. C'est une plaine alluviale qui est très cultivée. Donc en soi, c'est pas un milieu humide, c'est pas reconnaissable par des plantes. Par contre, on sait très bien que c'est une zone humide et c'est tout le long du Rhône. Et je pense que tout le long du Rhône, pour avoir grandi par là-bas, il y a une zone humide qui part de quasiment le lac Léman, j'allais dire de Genève, mais va pour Léman, jusqu'au delta du Rhône. Voilà, à quelque chose près. Après, ça peut être plus ou moins interrompu, voilà, mais voilà. On a aussi la transition écologique qui bousille des zones humides. Là, actuellement, par exemple, pour réduire le bilan carbone du transport, on veut se diriger vers le fluvial. Et donc, il y a certains fleuves, notamment la Seine, pas loin d'ici, et l'Yonne aussi, qu'on souhaite passer à ce qu'on appelle en grande capacité pour pouvoir amener des péniches qui vont venir directement depuis le port du Havre, par exemple. Actuellement, ça va jusqu'au sud de Sens. Pour Lyon, donc on voudrait que ça puisse aller au moins jusqu'à Auxerre. Sur la Seine, ça s'arrête avant Paris et on voudrait que ça aille beaucoup plus en amont de Paris pour remonter vers l'Aube et compagnie. Et on est peut-être, c'est en train de discuter, mais on va probablement un peu sacrifier un bout de la Bassée qui est en zone Natura 2000 extrêmement préservée, qui est vraiment une zone humide et un milieu humide très très préservé et surveillé actuellement pour aider la transition écologique. Tu voulais des exemples précis, il y en a là. Voilà. Et sachant que la Bassée aussi sert de tampon déjà, c'est un tampon naturel à une partie des inondations de Paris. Il y a plein de régulations de la Seine. Hein. Il y a le lac de la forêt, les lacs de la forêt d'Orient près de Troyes. On a le lac du Der-Chantecoq qui est dans la Marne. On a pratiquement tous les grands lacs du Morvan qui servent à ça, en plus de faire de l'hydroélectricité dans la plupart des cas. Mais on a aussi ces zones tampons, comme l'est la Bassée. La Bassée, c'est près de Nogent-sur-Seine, enfin entre Nogent-sur-Seine et, si je ne me trompe pas, Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Et c'est beaucoup de saules, enfin c'est beaucoup de ce qu'on appelle des forêts rivulaires et des marécages sur des sols très argileux qui permettent, en fait, lorsqu'ils sont inondés, de ralentir l'eau qui arrive sur Paris et d'inonder moins vite Paris. Alors, je vais juste rebondir, et pas du tout en rapport avec la question, parce que tu as dit un truc qui m'a fait réfléchir à autre chose, c'est que tu as dit c'est des sols argileux. Et donc, juste, je voudrais faire une aparté sur les sols. Parce que quand on dit sol argileux, dans la tête des gens, les sols argileux, c'est normal qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des zones humides. Alors, je voudrais enlever deux a priori. Un, tous les sols argileux ne sont pas des sols de zones humides. Il y a des sols argileux qui sont extrêmement poreux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une histoire de structuration, notamment des sols. Je m'arrêterai là, je pourrais être plus précise. Mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui, ça ira bien. Et deux, on pense que les sols sableux étant des tas de sable et que chacun ayant joué, à mon avis, au moins une fois dans sa vie avec du sable, c'est que l'eau traverse le sable généreusement et ça ne reste pas. Et la réalité, c'est que nous avons des zones humides dans les sols sableux. Parce qu'un sol sableux peut être aussi très compact, pas très poreux, ou alors il peut simplement y avoir plein d'eau avec un certain nombre de concentrations. On a pour ça un exemple qui est pas mal. Je n'avais pas pensé au Val-de-Loire, mais il y a le Val-de-Loire. Non, les Landes. Les Landes de Gascogne. Encore, oui, je sais, c'est par chez moi, qui quand même ont été sérieusement assainies par Napoléon au siècle d'avant, au 19e. Oui, mais du coup... Ah, merde. Donc au 19e. Et que dans les Landes... En fait, en vrai, au départ, c'était des landes humides, pour la majorité, et pas des landes sèches. Et donc, ils ont sérieusement assaini, avec parfois des fossés qui font 4 mètres de profondeur. Et là, ça laisse présumer de la quantité d'eau que ça peut garder, que ça peut conserver. Pour avoir une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, ça se rapprochait un petit peu de ce qu'on a dans les monts d'Arrée encore,
en Bretagne. Donc tu as des landes de bruyère, fougères, avec beaucoup d'eau et des tourbières, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas les sorcières, je crois pas. C'était facile, mais j'en sais rien. J'avais une question à poser. Alors là, voilà, on passe encore à l'étage du dessus. Qui fait mieux que nous? Quel pays se débrouille mieux que nous avec les zones humides? Est-ce qu'il y a des exemples à suivre? Est-ce qu'il y a des pays qui se démerdent bien, mieux que nous? Ça dépend ce que tu appelles se démerder. Les Néerlandais se sont super bien démerdés pour rendre toute la zone productive. Ça, ils se sont vraiment démerdés. Ils avaient des zones humides Tu parles des partout. polders, peut-être? Peut-être, par exemple. Donc ça, c'est une façon de se démerder, des zones humides. Non, ce que je voulais dire, tu as compris, mais c'est aussi, est-ce qu'il y a des pays où on a pris conscience de ça depuis très longtemps et où on a agi différemment? Est-ce qu'il y a quand même... parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a... C'est panique à bord et c'est C'est la un fin peu du monde. panique à bord et que c'est un Oui. peu stressant et angoissant. Pardon. Mais non, mais c'est normal. De toute façon, c'est une réalité. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des exemples à suivre? Alors, spécifiquement sur les zones humides, j'ai pas d'exemple. Sur la gestion avec la nature, pas très loin de chez nous, il y a la Suisse, par exemple. La Suisse a une capacité quand même à détruire pas mal de choses. Enfin, je veux dire comme nous tous, hein, et ils ont des villes qui grandissent, des infrastructures, etc. Mais ils ont une gestion de plus long terme, et quand ils détruisent quelque chose, alors ils ont fait des autoroutes, et en l'occurrence j'ai appris la pédologie sur un remaniement parcellaire, pardon, ils disent remembrement en Suisse, donc sur une réflexion de qualité des terres autour d'une autoroute dans le Jura suisse qui rejoignait le Jura français. Et j'ai vu comment ils traitaient ça, comment ils détruisaient, et ils savaient ce qu'ils détruisaient, que c'était de qualité, et donc ils le conservaient, et après ils le remettaient autant que faire se peut, ou le réutilisaient. C'était pas juste du déblai poubelle. Voilà. Et ça, c'était... Voilà, alors c'était un siècle dernier, ouais, ce coup-ci, c'était en 99. Ouais, non, mais les Suisses sont très vigilants, comme ils sont un petit pays, ils veulent absolument conserver leurs ressources. Donc ils ont pareil une gestion de la forêt qui est beaucoup plus pointue que la France, beaucoup plus protectrice qu'en France, et malgré tout qui exploite beaucoup. Donc c'est un point de vue différent. Ouais. Je peux parler des exemples aux États-Unis, en fait, un pays, même sous Trump, même dans des États aussi trumpistes que la Floride, on a une notion autour de la sauvegarde des zones humides d'urgence, en fait. Là, actuellement, on a les Everglades, vous avez peut-être entendu parler de cette réserve naturelle absolument gigantesque, occupe naturellement, normalement, entre un quart et un tiers de l'état de la Floride. Donc c'est des marais, des zones humides, des marais salants, vraiment un truc de dingue. Et ça a été complètement drainé au début du XXe siècle pour pouvoir les exploiter, tout simplement, faire de la bonne canne à sucre qui nourrit personne, et puis pouvoir construire des villes à certains endroits. Et le problème, c'est que maintenant, entre la montée de la mer et le régime des pluies, qui est encore différent, avec des ouragans de plus en plus fréquents, beaucoup plus violents, ils se retrouvent avec des inondations dans un sens, des inondations dans l'autre, des ressources en eau douce qui se salinisent. Donc, faut imaginer quand vous avez une nappe phréatique d'eau douce qui prend le sel de la mer, c'est définitif. Elle est foutue. On ne boit plus. On n'a plus moyen de s'abreuver, sauf en désalinisant, ce qui pose d'autres problèmes environnementaux. Et donc, cet état de Floride hyper conservateur, fait de gens qui n'ont rien à foutre de l'environnement, a un projet à quelques dizaines ou centaines de milliards de dollars pour sauvegarder et réparer le réseau hydrologique de la Floride, le reconstituer pour que toute cette zone humide complètement dingue que sont les Everglades reprennent une partie au moins de leur fonction naturelle. Voilà, ça c'est un exemple. Les ricains, en fait, les Américains, pardon, on n'est pas filmé, c'est l'essentiel. Les Américains sont très faiseurs, ils sont très dans l'action. Et parfois, ils se donnent les moyens. Alors, la petite info, c'est que ce projet, il a déjà 50 ans.
Il a déjà 50 ans, sauf que maintenant, ils y mettent vraiment les sous, ils essayent vraiment de mettre tout le monde d'accord, parce que Miami va peut-être plus avoir à boire, parce qu'on n'arrive plus du tout à produire, parce qu'on a zéro autonomie alimentaire, et que là, ça commence à puer du bec. Vous avez peut-être vu dans le diaporama, quand il fonctionnait, des images d'arbres morts, c'était dans les Everglades, c'est des forêts entières qui meurent, parce que l'eau salée remonte. Là, on a entendu, il y a une info qui est sortie là, il y a 1 ou 2 jours, de petites grenouilles qui sont en train de se sauver parce que dans la Manche, il y a justement de l'eau salée qui rentre dans une zone humide et que ça les tue. On a en France, en Camargue, les premières nappes phréatiques qui sont fichues dans des villages qui sont maintenant alimentés par pipeline, par tuyaux en fait. On les alimente depuis l'amont parce qu'il n'y a plus d'eau dans le village qui était habité depuis parfois des milliers d'années. Alors justement, comment ça va se passer quand on va avoir une vraie montée des eaux? Parce que c'est quoi là les prévisions? On a une vraie montée des eaux. Je sais pas quand on a. Bon, On a déjà. Alors, elle a commencé, mais elle va s'accroître. Non, elle continue simplement. Pour l'instant, elle ne fait. Enfin, les modèles sont très variables et je ne m'aventurerai pas sur ces modèles-là. Mais ce que je sais, c'est que les prévisions, pour l'instant, côté Bordeaux, c'est 80 cm de plus. 2100 par rapport à maintenant. Donc ça veut dire que concrètement, il va y avoir beaucoup de Saint-Estèphe, les pieds dans l'eau salée. Si vous aimez le Saint-Estèphe, c'est ballot parce que c'est vraiment très bon, mais ça va être sérieusement salé et ça va vraiment poser un problème. Donc pour l'instant, et puis en plus la montée des eaux, Eric en parlait tout à l'heure, ça abîme un petit peu la côte, le littoral. Certains parlent du trait de côte, d'autres m'ont appris qu'on ne parlait pas d'un trait, parce que c'est un peu diffus. Alors, mettez ce que vous voulez comme terme, mais ça va détruire ça, ou à la côte, voilà. Là où on peut construire, et donc pour l'instant, ils sont en train de consolider. Donc ça, c'est le côté, voilà. Côté salinisation, par contre, ça arrive déjà en fait en Charente, où c'est en train de saliniser les nappes, tout simplement. Et d'ailleurs, Charente-Vendée, il y a des projets de restauration de zones humides littorales. Oui. Enfin, des projets en cours et réalisés de restauration de zones humides littorales. Donc on a remplacé l'agriculture qui se trouvait là par de la restauration naturelle. Avec pas d'agriculture, avec des plantes indigènes. Voilà. Par contre, pour la salinisation, ça va changer la donne. Ça peut limiter la remontée de la salinisation dans la nappe et donc dans l'agriculture. Après, on sait faire de l'agriculture sur des sols salinisés. On ne fait juste pas les mêmes agricultures. On sait le faire. Hein. La baie de Somme, les sols sont parfois salés. Tout le littoral vendéen sont des sols salés. Hein. C'est pas d'hier. Donc on sait faire. Il faudra juste apprendre à faire autrement avec l'existant aussi et s'adapter. Oui, puis il va nous manquer de l'eau douce à boire. Pas nous. Pas nous. Pas tout de suite. Nous, on est tranquille. Enfin, tous ceux dans la salle, là, ça va aller, je pense. Dans la salle, oui, mais La Rochelle a eu chaud il y a 1 an ou 2. Oui. Ils ont eu très très chaud. Nantes a eu très 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 chaud. Ils parlaient de 20 cm avant que ça pose vraiment d'énormes problèmes. Oui, non, je suis d'accord. Mais... Oui, mais on ira chercher l'eau ailleurs. C'est ça que je veux dire. C'est pas nous. Ça fond vite. Hein. Ça fond très très vite. On a quand même, enfin pour rappel, vous avez peut-être vu cet hiver Barcelone qui a été alimentée en eau douce par des bateaux citernes qui partaient de Marseille avec de l'eau du Rhône. Marseille dépendant de l'eau qu'on dévie de la Durance pour pouvoir avoir de l'eau douce. La Durance étant à sec. Et la Durance commence à être à sec parce que le glacier qui alimente la Durance est celui qui fond le plus rapidement des Alpes. Donc non, je pense que voilà, on est un peu dans la merde quand même. Bah, sans aller aussi loin que Barcelone, les Pyrénées-Orientales, il y a quand même une vallée complète où ils ont dû être alimentés en eau, même. Oui, j'ai plus le nom, mais même cet hiver où plein de gens trouvaient que quand même il pleuvait beaucoup, même au printemps, ils trouvaient que quand même il y avait sérieusement de l'eau et que c'était un peu contrariant pour aller jardiner ou faire du vélo, au choix, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Et eux, ils avaient toujours pas d'eau. Et non, toujours pas d'eau. Mais ils vont faire un golf. Je crois qu'ils vont pas pouvoir. Je sais pas. Mais c'est prévu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, une zone humide, c'est une super station d'épuration gratuite? Je peux dire juste oui? C'est une super station d'épuration et de traitement des pollutions, oui. Dans l'idéal, ce serait bien qu'elle n'ait pas besoin de l'être. La zone humide ou la station d'épuration? Les deux, mon général. C'est un peu le souci, c'est que c'est toujours délicat. Enfin, en ce qui me concerne, j'évite de mettre trop ça en avant. C'est l'argument qui vient à la fin de tout le reste. Parce que tout ce qu'on apporte comme solution, c'est comme le technosolutionnisme. Dès qu'on dit on a des solutions naturelles pour dégrader les polluants, on se dit bah, c'est bon, on peut continuer à larguer dans le milieu. Et alors que l'idée, c'est quand même juste d'arrêter de polluer. D'éviter. Bon, je vais reformuler. Alors, une zone humide, c'est indispensable pour retenir un sol. Redis-le-me-le là. Une zone humide est indispensable pour retenir un sol. Alors, une zone humide est indispensable, notamment pour retenir un sol, mais un sol couvert est indispensable pour retenir un sol, que ce soit zone humide ou pas. Absolument, mais un sol couvert est un sol qui évapore, non? Mais... Ouais. Où veux-tu en venir? Ouais, Où veux-tu en venir? Parce que là, Parce que là, on a du mal à suivre. Merci. Alors, question piège. Qu'est-ce qui évapore le plus? Une étendue d'eau ou une prairie humide? Une étendue d'eau. L'eau va chauffer plus vite dans une étendue d'eau que dans une prairie humide. Et tu as une plus grande surface de contact. Un végétal, si je ne me trompe pas, évapore 70% de l'eau. Et on retient une partie par Et on retient évapotranspiration. une partie. En fait, ça dépend sur quel temps tu es. C'est plus compliqué que ça, la nature. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas aussi simple que des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que selon la saison à laquelle tu vas faire ta mesure, et pardon pour le tutoiement, la saison à laquelle vous allez faire la mesure, ça sera dans un sens ou dans l'autre. La quantité d'eau va impacter et la température va impacter. Parce que quand il fait très chaud, les plantes, à un moment donné, elles se ferment. Quand il fait trop chaud, elles arrêtent d'évapotranspirer parce qu'elles se protègent. Par contre, l'eau, elle s'arrête jamais d'évaporer. Quand vous êtes en plein milieu de l'hiver, la majorité des plantes sont en dormance. Donc, elles ne vont pas évaporer l'eau. Par contre, au-dessus de 0 degré, allez, soyons généreux, au-dessus de 5 degrés, l'eau, elle continue à partir en gaz. Elle n'est pas vraiment évaporée parce qu'on dit que l'eau bout à 100 degrés, je suis d'accord, mais elle ne reste pas forcément là. Y compris si elle est sous forme de glace, parce que tu peux avoir de la sublimation aussi. Passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Ça existe aussi. Le peuplement végétal va changer les choses aussi. Y compris sur un plan d'eau. Un plan d'eau qui est recouvert de nymphéas paradoxalement, va moins perdre d'eau que le même plan d'eau sans nymphéas. Parce que les nymphéas vont couvrir la surface et refroidir la température. C'est pas paradoxal, Non, mais c'est complémentaire. Ça peut être contre-intuitif pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de ces milieux. Je ne voudrais pas monopoliser, mais juste une chose. Un végétal, c'est 3 dimensions. Un plan d'eau, ce n'est que 2 dimensions. Donc, suivant la couverture de... Non, c'est 3. C'est 3 dimensions, un plan d'eau aussi. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est comme les sols, c'est 3 dimensions. Je parle de la surface. Ben oui, mais ta surface, elle s'évapore. Si ça s'évapore, ça diminue. Et plus tu diminues, et plus ta température va augmenter, parce que forcément, tu auras moins d'eau. Même si ta surface d'évaporation... oui, mais à surface... Bon, c'est un peu technique, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on prenne la plante en 3D et pas le plan d'eau. Les deux sont en 3D. Parce que si on prend ma plante qui fait sur une prairie humide, puis je vais donner le micro, qui fait 50 cm de haut, elle va prendre quelques millimètres sur le sol, multiplié par la dizaine de centimètres, elle va évaporer sur toute une surface en 3 dimensions, et contrairement à une surface d'eau qui, elle, ne va évaporer que sur les quelques millimètres. Donc normalement, avec une plante, on augmente la surface d'évaporation. Oui, mais une plante peut aller chercher l'eau très en profondeur. Et autre chose, les plantes des milieux humides, typiquement les lèches dont on parlait tout à l'heure, vont faire ce que vous avez peut-être vu à la télé ou ailleurs, des pièges à humidité atmosphérique.
Vous avez déjà vu ces filets comptant en bord de désert pour capter l'humidité de l'eau, de l'air, pardon, et capter l'eau. Les lèches, par exemple, qui ressemblent à des graminées, mais en fait c'est de la famille des papyrus, qui poussent en France. Hein. Il y en a plein, vont capter cette humidité et la ramener au milieu. Donc en fait, elles compensent une partie de la perte qu'elles occasionnent elles-mêmes. Et mieux que ça, elles vont plutôt amener plus d'eau qu'elles n'en perdent. Et par expérience, j'ai vu des sols qui étaient à nu, alors là, indépendamment de la zone humide, hein, mais j'ai vu des sols qui étaient à nu pour travailler le sol, c'était des potagers, typiquement, et juste à côté, il y avait une prairie, l'humidité à 40 cm. J'ai ouvert des fosses, donc une fosse, c'est avec une pelle, hein, c'est pas à la main, et donc la pelle va en profondeur. Pelleteuse, pardon. Oui, pardon. Mini-pelle, pelleteuse, voilà. Donc c'est en profondeur, donc je pouvais voir, à 40 cm, il y avait de l'humidité et je voyais le gradient d'humidité sous la prairie qui était, on va dire, sec, moins sec, frais, humide, très humide, d'accord ? C'était un joli gradient. Par contre, dans le potager, je peux vous dire que c'était méga sec, sec et humide. Et donc la plante, elle va aller chercher à 40 cm. Mais en attendant, vous avez 40 cm qui se sont évaporés aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la plante peut aller chercher très en profondeur et elle fait remonter l'humidité aussi. Et elle permet de conserver l'humidité. Si j'avais dû faire, ce que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas les outils, puis ce n'est pas ma spécialité, mais je pense que si j'avais dû faire une mesure de quantité d'humidité sur le premier mètre entre là où il y a la plante à nu et là où il y a juste la prairie, et on dit que les prairies, ça pompe sérieusement de l'eau, et franchement, quand je fais des sondages à la terrière et qu'il y a des prairies, j'ai vachement de mal parce qu'il y a beaucoup de racines, et on dit que les prairies, ça pompe vachement. Donc là, ce n'était pas un milieu humide ni une zone humide. Hein. Et ben, je pense que la quantité d'eau sur le premier mètre aurait été supérieure là où il y a plus de plantes que là où il y a moins de plantes. Pour aller par là, pour en remettre une couche, il y a un exemple que j'aime bien mentionner, c'est celui d'un petit arbuste qui pousse dans le Sahel, je retourne dans le Sahel, qui s'appelle Guiera senegalensis. Alors il vient aussi du Sénégal, voyez, voilà. Mais en tout cas on le trouve, c'est considéré comme une mauvaise herbe, une adventice dans la culture du mil, enfin ça l'était, parce que ça vient souvent se coller là où on essaie de faire pousser le mil. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette plante va puiser l'eau à 2 mètres de profondeur et fait ce qu'on appelle des échanges horizontaux ensuite, et des échanges hydrauliques horizontaux en faisant remonter l'eau en surface et en la rendant disponible aux végétaux qui sont autour d'elle, parce que ces végétaux vont la protéger, tout simplement. Mais en fait, on a vraiment des milieux qui sont extrêmement dynamique et avec différentes stratégies en fonction des espèces qui y vivent, différentes stratégies en fonction du milieu lui-même, du sol en lui-même, selon qui va être calcaire, selon la nature de l'argile, selon qui va être du sable. Dans les images que peut-être vous avez vu défiler, je ne sais pas si vous avez vu en totalité, je vous ai montré aussi des champs de lave qui sont des zones humides, où on n'a pas un pet de matière organique, on a uniquement de la roche et des végétaux qui arrivent à pousser là-dedans et qui trouvent des stratégies pour pousser là-dedans. Voilà. Et des sources. Alors, on avait madame qui attendait depuis tout à l'heure. Ah bah, il est déjà parti. J'y vais, ok. J'avais une question en fait pour m'éclaircir. Il y a quelques années, j'avais entendu qu'en fait, sur des cartes, on avait fait disparaître des fossés qui... Oui, j'imagine que ça vous parle. Et je voulais savoir ce que vous en pensez et si on peut faire réapparaître ces fossés. S'ils ont disparu, ils peuvent peut-être réapparaître. En fait, ça dépend. Les cartes sont censées montrer, alors c'est l'hygiène, hein, c'est pas exactement mon métier, et c'est pas mon métier directement de référencer les fossés. Il y a des gens dans mes collègues qui font ça, hein, réellement. Ça fait partie des études de référencer les fossés, les cours d'eau, naturels, pas naturels, etc. Et les cartes ont effectivement fait sauter un certain nombre de fossés parce que la législation a changé. La définition, la législation a changé. Et voilà, c'est ça, c'est fossé ou cours d'eau. Est-ce qu'on va cartographier? Et ça dépend de l'échelle à laquelle vous êtes. Donc c'est toujours conflictuel comme question, ou problématique comme question, parce que selon comment vous définissez le fossé n'a pas lieu d'être réellement marqué dans une carte. Un cours d'eau, même temporaire,
doit être marqué sur une carte. Mais ouais, les cours d'eau même intermittents. Oui, mais justement, ils ont été définis en fossés parce qu'ils avaient été créés par des humains qui ont creusé des fossés. C'est pas des cours d'eau qui ont été juste recanalisés et qui du coup sont devenus droits comme. C'est-à-dire ça fait quand même très longtemps qu'on gère le territoire pour le rendre productif, pour l'assainir, pour pouvoir construire. Et donc on a certaines rivières qui sont sur des cours complètement artificiels. Le Rhin, par exemple, est le fleuve le plus artificialisé. On est à l'échelle d'un fleuve, on n'est même pas à l'échelle d'une rivière. Et c'est pareil pour tous les fossés. Moi, j'ai eu le cas récemment, on est en train de retaper un étang chez des clients, où la rivière, parce que là pour le coup c'est comme un cours d'eau, fait des angles droits autour de l'étang et qu'on nous demande que si on réaménage, normalement la rivière devrait passer dans l'étang et donc on n'aurait plus le droit de le remplir. Enfin, tout ça est très très ambigu, d'autant plus que ça pose d'énormes problèmes avec l'agriculture, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on intervient quand même sur de la propriété privée aussi, dans bien des cas. Donc on a, tout plein de choses se cumulent. Et aujourd'hui, on a des espaces de médiation nouveaux qui apparaissent, où il va falloir, on est obligé de coordonner les agriculteurs, les administrateurs du territoire, les associations, les éventuels propriétaires, les agences de l'eau. Tout ça, en fait, est obligé de discuter parce que c'est juste impossible, sinon, de se conformer avec la loi. D'ailleurs, je parlais de la loi cadre sur l'eau, dans certains cas, ça y est, ça commence à s'assouplir, mais en fait les demandes étaient tellement impossibles à assouvir pour vraiment correspondre à la loi que les agences locales de la biodiversité ou autres trouvent des biais pour pouvoir faire différemment les choses pour qu'au moins elles aient lieu, par exemple. Et pour compléter la réponse et essayer de répondre un peu plus à votre question, est-ce que ça peut revenir ? En fait, c'est pas de notre ressort directement. Et, non, moi individuellement, non. Ah oui. En mobilisation citoyenne, oui. Oui, en mobilisation citoyenne, oui, à condition il va falloir démontrer que le cours d'eau, que le fossé est un cours d'eau temporaire qui existait avant et qu'il a une utilité naturelle, je pense. De même qu'aujourd'hui, on commence à avoir des mobilisations citoyennes, d'associations de protection de l'environnement, etc., uniquement pour préserver des talus, des haies, des fossés, justement, en dehors du fait que ce soit des cours d'eau, en dehors du fait que des sources s'y déversent, parce qu'on considère la dynamique hydraulique qui les concerne, hydrologique, pardon. L'hydraulique, c'est très urbain, c'est très aménagement, juste parce que ça fait 2 fois qu'il fait l'erreur. Ouais, et l'hydrologie, c'est ce qui se passe relativement naturellement. Je m'y ferai jamais. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, tout ça, aujourd'hui, en fait, il faut que ça bouge, très clairement, comme tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein, on a un déficit de protection de ces outils indispensables à l'habitabilité du territoire. Je pense que... Et de compréhension des outils existants. Et de compréhension des outils existants. Et ça oblige à une posture assez humble aussi, parce que le sujet, c'est que dire on va juste renaturer, on va laisser les castors faire leur taf pour ralentir l'eau, qu'ils fassent des barrages partout, il va falloir expliquer aux gens qui vont se retrouver inondés dans leur joli pavillon, qui ne peuvent plus habiter là. C'est vraiment, on va vivre une période de médiation indispensable. Peut-être que pour la survie de villes entières, il faudra laisser des pavillons se faire condamner. Maintenant, il va falloir comprendre comment est-ce qu'on dédommage. Dans ce que je vous ai dans ce que vous avez peut-être vu, vous avez dû voir des très grands lacs à sec. C'est un projet de renaturation aux États-Unis qui est en cours. Et là, pour le coup, il est abouti. On a enlevé tous les barrages sur un fleuve. Je m'énerve. Oh, je suis désolé. On a enlevé tous les barrages sur un fleuve, de façon à permettre la migration des poissons migrateurs, saumon, lamproie, différents types de salmonidés. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Des gens qui vivaient au bord de très grands lacs, avec des beaux bateaux, vus sur un lac gigantesque, avec leurs petits pontons, ils se retrouvent au bord d'un champ de vase. Et ils ont peur maintenant que cette vase, quand elle sèche, elle fasse comme ça a fait dans le Colorado, là, pas par un souhait, mais par l'assèchement de certains grands lacs, des poussières toxiques, puisque toute l'agriculture autour a laissé des poussières toxiques, avec des régions qui sont devenues tout simplement inhabitables. Voilà. Alors moi, j'allais donner un exemple, pas concernant les zones humides directement, mais c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Quand j'enseignais à des paysagistes, je leur parlais de ces notions du risque, et vers Grenoble,
Vous avez pu entendre cette année, il y a eu une petite coulée boueuse qui a détruit, qui a envoyé pas mal de blocs, de cailloux et qui a détruit un village complet. Mais il y a à Séchilienne, donc avant que ceci n'arrive, quand j'ai fait ma licence de géologie, donc à Grenoble, effectivement, on nous parlait déjà de Séchilienne, qui est une commune de l'Isère, où il y a un risque d'avoir la montagne qui se casse la gueule directement sur la plaine en bas. Hein, ce qui est en haut se retrouve en bas, c'est assez fréquent, somme toute. Et donc, ça a été pris en main par les autorités et ils ont viré tout le monde. Ça a pris du temps, ça a demandé de la compensation financière, ils ont utilisé le droit de préemption, ils ont viré les gens. Parce que les modèles montraient qu'il y aurait des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes de blocs de pierre qui allaient se casser la gueule. Donc c'est jouable, c'est faisable, c'est compliqué, et ça fait quand même c'était en 97 ma licence, donc vous calculez, bientôt 30 ans, qui gère ça, et qu'il existe un maire qui est encore là, qui est maire d'un truc où il n'y a personne. Hein, mais parce que administrativement, il faut un responsable qui soit là pour virer les gens si jamais ils ont envie de s'installer, parce que ça fait 30 ans que ça n'est toujours pas tombé. C'est tombé à côté pendant les grosses pluies, là, et les gens, quand même, la notion du risque et la gestion de la notion du risque est quand même très compliquée, parce qu'il y a des gens qui veulent retourner, qui disent vous nous déblayez tout ça et on va reconstruire, on va aller habiter là. Moi, spontanément, je vois ça, je vois ma maison qui est détruite, il n'y a plus rien. Les gens sont vivants, ils ont de la chance, je crois qu'il n'y a pas eu de mort. Peut-être des blessés, mais je crois qu'il n'y a même pas eu de mort, ce qui, somme toute, vu ce qui s'est passé, est carrément incroyable. Et ils sont prêts à retourner en disant vous nous déblayez ça, c'est votre boulot, l'État, et vous me reconstruisez ma maison. Moi, j'y vais pas, spontanément. C'est quelque chose qui est propre à l'humain. Hein. C'est ce qui fait que les gens s'installent Voilà. sur les pentes des volcans sans se poser de questions, sur des volcans qui sont encore actifs. Alors, il y en a qui le font en sachant, en disant si je perds, je perds. C'est ça. Mais il ne faut pas demander dans ce cas-là plusieurs fois. Et le gros souci qu'on a, c'est que voilà, ça a été pris en charge il y a 25 ans ou quelque chose comme ça, 30 ans. La fréquence de ce qui va arriver maintenant va faire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens à déloger, beaucoup plus de gens à reloger, à dédommager, et ça devient très 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 compliqué. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que sur l'exemple que je venais de citer de ce fameux grand lac, aucun dédommagement n'a été prévu. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du stockage de carbone dans les milieux humides? Bon, je connais bien le cas des mangroves, le cas des tourbières, mais dans d'autres types de milieux humides, quid du stockage de carbone? Effectivement, on a oublié d'en parler. Oups, merci pour la question. À partir du moment où il y a des végétaux, il y a stockage de carbone. À partir du moment où il n'y a pas trop de travail du sol, il y a stockage du carbone. Et quand vous êtes dans des zones humides, parce qu'il va y avoir plus d'accumulation et peut-être une décomposition plus lente des matières organiques, des plantes, il y aura stockage du carbone. Maintenant, je vais me permettre une légère digression. Alors oui, il y a la digression avec le méthane, c'est que quand vous avez une saturation en matière organique, dans un milieu où il y a plein d'eau, vraiment plein d'eau, pas un milieu ni aquatique ni un milieu humide, mais simplement une zone humide, mais qui est vraiment saturée, par exemple l'hiver, vous avez un risque de création de méthane. Ça, c'était ma première digression. Mais c'est important d'en être conscient parce que ça amène sur la deuxième digression qu'il se trouve... Je peux faire un tout petit peu de pub ? Ok. Il se trouve que je suis aussi coordinatrice scientifique d'une association d'agroécologie en Gironde et qu'on va faire notre deuxième sommet agroécologique à Bordeaux en novembre et que la thématique cette année n'est pas le carbone du tout, enfin pas exclusivement plutôt, mais les flux. Et on parle beaucoup de stockage de carbone, stockage d'azote, stockage de ce que vous voulez d'ailleurs en l'occurrence, et que la réalité c'est qu'en fait il faudrait parler en flux. Tout ce qui est utilisé actuellement par les plantes, tous les éléments minéraux et organiques utilisés par les plantes ne datent pas d'hier, ne datent pas de l'amendement, si on parle que de matière organique, ne date pas de la fumure qui a été posée au printemps. Ça date d'il y a 15 à 20 ans. Ça dépend des sols, ça dépend du climat et ça dépend de l'état de la fumure. Ok. Mais c'est tout, en fait, c'est tout un cycle. Et donc, ce qu'on va stocker maintenant, en réalité, va être rendu disponible aux plantes dans 20 ans.
Et donc, c'est toute une question de cycle. Et il vaudrait mieux parler de flux que de... Pardon, il vaudrait mieux parler de flux que de stockage. Voilà. Mais, Et en plus de stockage, on parle de séquestration carbone. Et en fait, c'est une Mais il est pas séquestration qui n'est... Voilà, c'est ça, ce n'est que provisoire. c'est que temporaire, c'est-à-dire que oui, la zone humide va pouvoir séquestrer, mais elle va arriver. C'est mieux, oui, effectivement, quand je rapproche le micro. Merci de me l'avoir dit. La zone humide et les sols vont pouvoir capter du carbone organique, ce qu'on appelle le carbone organique, mais jusqu'à un seuil maximal. On ne peut pas, même dans les tourbières, c'est-à-dire que les tourbières, on sait très bien que ça stocke du carbone organique, ça va stocker, mais à un moment donné, on va arriver au maximum. On ne peut pas dépasser un certain taux, et ça dépend des types de sols. Ça dépend d'où il est, etc., de toute la dynamique, mais simplement parce que ça n'est pas de la séquestration pure, mais bien un flux, et que du coup, le carbone qui a été séquestré il y a quelques années repart dans les plantes et réutilisé par les plantes et les organismes. Donc il faut réussir à relancer ce cercle vertueux quand on recrée une zone humide, mais il faut savoir que ça ne va pas être magique et qu'à un moment donné, il va y avoir le retour de bâton très certainement. Mais d'ici là, on aura trouvé des solutions et on sera devenu sage et raisonnable. Grâce à Elon Musk. J'étais pas prête. Alors, j'ai une question. Donc, tout à l'heure, je vous ai entendu parler des nuages qui passent et qui tombent, et que l'eau ne tombe pas, elle tombe à côté. Et j'avoue que j'étais un peu interpellé, parce que je connais le cas, j'ai entendu parler du cas dans les grandes forêts comme l'Amazonie, où on sait que ce sont les arbres qui s'évaporent et qui ensuite font tomber la pluie. Est-ce qu'en Europe, en France, est-ce qu'il y a un rapport, un lien entre les sols, entre ces zones humides et la question de la pluviométrie, la création de nuages? Alors, je peux parler par rapport aux forêts, puisqu'on... Ça y est, on commence à être assez pointu sur le sujet en termes d'études, et on sait que en fait, les arbres vont produire notamment des particules fines, vont produire des terpènes, vont produire ce genre de choses qui vont permettre à l'eau de se précipiter au sein, enfin de cristalliser au sein des nuages et de causer la pluie un peu plus tard. Mieux que ça, en fait, des bactéries vivent sur les feuilles des arbres qui s'évaporent, qui partent avec l'évapotranspiration des arbres. Je me souviens plus de l'espèce de bactérie, j'ai oublié, mais on la retrouve dans les nuages. Et cette bactérie est à la base de la plupart des cristaux de neige qui sont dans les nuages et qui vont se transformer en pluie quand la température est positive, ou quand ça va se précipiter en un poids trop fort et que ça commence à tomber sous forme de glace ou de neige pour finir sous forme de pluie au sol. Donc ça, c'est quelque chose qui est très concret et presque quelle que soit l'échelle du boisement. Par contre, a priori, ce qui est observé, on m'a parlé d'une moyenne, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est que très souvent, en fait, un boisement, enfin une forêt, va faire pleuvoir, mais ça peut être à 200 km d'elle. C'est pas forcément sur elle. En vrai, c'est rarement au-dessus d'elle. Mais la forêt va pouvoir arrêter presque mécaniquement, j'allais dire, le nuage, mais c'est pas l'évapotranspiration de la forêt qui va faire qu'il va pleuvoir sur elle. C'est parce qu'il y aura eu un nuage en amont avec les vents et que ça va pouvoir freiner ça. Et donc, on l'a vu avec les Gouales, tout à l'heure on disait, pardon, je remets le micro comme il faut, on parlait des événements Cévenol qui sont en train de se transformer en événements méditerranéens, mais ça devient vraiment problématique. L'événement Cévenol crée une forte érosion, mais il apporte beaucoup d'eau dans ces coins-là malgré tout et il recharge les nappes. Si ça se déplace, et eux ils perdent de l'eau en réalité et l'eau va aller atterrir dans la mer. Et la zone humide en ça va pouvoir freiner, elle va pouvoir créer de l'humidité et donc des nuages, mais les sols aussi qui conservent, vous l'aurez compris, qui conservent de l'humidité. Si on les travaille pas trop, ils seront, etc. Mais ce n'est pas la solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle pour conserver, pour créer. C'est juste là, dans ce cas-là. Si on veut garder un peu d'humidité, il vaut mieux ne pas trop éventer. Ça paraît logique. Mais du coup, il va y avoir de l'humidité qui va être créée, donc des nuages qui vont être créés, et les vents vont pouvoir les porter. Ça va aussi créer d'autres formes de vent. Plus vous avez de la surface au sol qui est chaude, et plus vos vents vont être différents de si vous avez une surface au sol qui est chaude et humide, ou moins chaude et humide. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à votre question ?
Oui, bon, ok, merci. Cool. Oui, de même qu'en regardant de l'hygrométrie, l'humidité de l'air, nous en parlait avec le bois mort et notamment, on va ralentir l'expansion des méga-feux. De tous ces méga-incendies, en fait, il y a deux facteurs principaux. Il y a le combustible, donc tout le petit bois sec, notamment, la broussaille, etc., qui vont accélérer ces choses, mais l'air sec est presque plus important. Si on a de l'air sec et du vent, ça va beaucoup plus propager les incendies. Et donc le fait d'humidifier l'air par la création de zones humides, par le maintien d'énormément de bois morts qui va accueillir énormément de champignons. Les champignons, c'est 90% d'eau. Vous imaginez qu'un bout de bois mort qui lui-même fait une éponge avec des mousses qui poussent dessus et des champignons qui poussent dessus, c'est incroyable. J'ai vu dans les Pyrénées-Orientales, dans la forêt de la Massane, qui est ce qui se rapproche le plus d'une forêt primaire en France, en fait c'est certainement la plus vieille forêt de France, des hêtres morts qui font ça de diamètre. T'as fait de prendre une baffe. Et fin août 2022, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de 2022, mais c'était pas franchement humide comme année. Là-bas, il n'avait pas plu depuis. Il y avait eu une petite pluie en avril, c'est tout ce qu'il y avait eu. Et on creuse dans un de ces arbres qui est pourri parce qu'il y a un insecte qui a pu piquer dedans, qui s'appelle le pique-prune, qui a permis la décomposition du bois jusqu'en son cœur, etc. Et cet arbre-là, on gratte dedans et on voit de l'eau liquide qui coule. Et ça, voilà, c'est ce genre d'éléments qui permettent de maintenir une zone humide, qui permettent de ralentir l'expansion des feux et qui sont prépondérants. Mais par contre, ça rapporte rien directement. Si vous avez des exploitants forestiers qui ont besoin de faire des allumettes ou des pellets, vous savez, ces fameux granulés de bois là qui remplacent le bois pour faire du feu, bah ça marche plus. Et c'est complètement contre-intuitif puisqu'on nous dit qu'il faut retirer le bois mort dans les forêts pour éviter qu'elles brûlent. Je vais juste aller là-dessus parce que j'avais vraiment travaillé sur cette question-là. C'est vrai ce que tu dis. Plus il y a de bois mort, plus ça brûle. Et je suis tombé sur une seule méta-étude donc, qui a étudié quand même des méga-feux un peu partout à travers le monde, qui allait au-delà d'un certain seuil. Et c'est vrai que tu vois la courbe, plus il y a de bois mort, plus il y a de petits bois, et ça flambe comme ça, et ça va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Sauf qu'il y en a une qui allait un peu plus loin, qui ne devait pas être payée par les sylviculteurs, et où cette courbe, à partir de quelque chose comme 30-35 tonnes de bois mort à l'hectare, elle descend, pour arriver en dessous de tout le reste. Donc il en faut beaucoup. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Et le souci qu'on a pour la mise en place de ça, c'est qu'actuellement, même les jeunes forêts qu'on a, ou les boisements, on va être un peu plus honnête, c'est pas forcément des forêts, des plantations d'arbres, et avant d'avoir la quantité de bois mort qui permet de ne pas avoir les feux, ça va être compliqué. Donc il va falloir arbitrer entre l'un et l'autre. Et moi, je vais compléter, pas du tout par rapport au bois mort, mais par rapport aux zones humides, parce que 2022, il a fait un peu sec. Un brin. Il y a eu quelques feux. Alors, c'était l'année dernière, je crois, les feux dans les Landes. Vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais plus, 55, 60 000 hectares qui sont partis en fumée. Donc, ça faisait suite à une deuxième année un peu sèche. Et en fait, ils sont encore... Alors là, peut-être que ça s'est arrêté. Mais malgré les quantités d'eau qui sont tombées cette année, et je peux vous dire qu'il a bien plu en Nouvelle-Aquitaine. On n'était pas du tout dans les Pyrénées-Orientales en termes de quantité d'eau qui nous est tombée dessus. Il y avait encore du feu. Parce que dans les Landes, donc tout le monde pense que c'est du tas de sable. Alors, ce n'est pas de la tourbe, vraiment, même pas du tout. Ce n'est pas de la tourbe. C'est des anciennes landes humides avec pas mal de matière organique qui n'est pas très disponible pour les plantes. C'est très acide, pas très disponible pour les plantes. C'est pas de chance. Mais par contre, ça reste de la matière organique et ça brûle très très bien. Et donc, une fois que les feux aériens ont fini de brûler les arbres, en fait, c'est passé dans les sols. Et donc, ça brûle dans les sols. Et là, on aurait eu une zone humide. Il se trouve que les zones humides des Landes, c'est saturé en eau. Et quand je dis saturé, je vois l'eau, réellement. Là, par contre, je la vois. Alors, je la vois pas en surface, je la vois quand je creuse. Et je vois une nappe, là, à ce niveau-là, qui dure à peu près 6 mois dans l'année. Et après, c'est sec de chez sec, c'est un tas de sable, et je peux plus prospecter parce que le sable tombe. Mais il y aurait eu une vraie zone humide, il n'y aurait pas eu indépendamment du fait que la forêt brûle ou pas, et qu'il y ait du bois mort ou pas, mais on n'aurait pas eu en fait ces feux qui auraient duré aussi longtemps, parce qu'il y aurait eu de l'eau simplement. Mais là, l'eau ne faisait que transiter. Et donc, elle allait directement dans les fossés. Je vous ai dit, certains font 4 mètres de hauteur, avec la largeur qui va bien. Quand l'ONF dit qu'il faut 60 cm, etc. Bref.
Ouais, mais ils respectent les normes très bien. Et donc, C'est du bois PEFC, rassure-moi. Bien sûr. Et donc, bref, ça a brûlé pendant plus d'1 an sur des hectares et des hectares. Et il n'y a pas eu de mort plus que ça. Je suis ici aussi très étonnée. J'ai des collègues qui habitaient au milieu du feu, qui ont été virés pendant le feu, évidemment, au cas où. Alors, ils ont anticipé le fait qu'il y ait des gens qui soient brûlés. Les maisons pouvaient être perdues, c'était pas grave. Il y a des collègues écologues qui m'ont raconté. Ça brûle encore. J'y suis allée il y a 4 mois. On est quoi, en septembre? Oui, j'y suis allée en juin. Ça brûlait encore dans les sols. Voilà. Oui. Bonsoir. Hormis les rizières, est-ce qu'il y a possibilité d'une agriculture en zone humide? Est-ce qu'on peut se nourrir avec des zones humides? Est-ce qu'on peut faire pousser des plantes comestibles et puis manger? Ça dépend ce qu'on mange. Ça dépend ce qu'on mange, c'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui peuvent se cultiver, mais qu'on ne mange pas forcément. La massette, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, avec ses gros cigares marrons, c'est 8 tonnes de fécule à l'hectare. C'est une plante qui est considérée par l'Organisation mondiale de la santé, je crois, comme l'une des pistes vraiment intéressantes pour nourrir les gens sur la planète, notamment dans des régions très pauvres. Sur le lac Titicaca, je ne me souviens plus le nom de l'ethnie qui vit là traditionnellement, a basé l'intégralité de sa vie sur un cirpe, qui est l'équivalent du cirpe lacustre chez nous. Le cirpe lacustre, c'est ce qu'on appelle aussi le jonc de chaisier, celui avec lequel on rempaille les chaises. Ça n'est pas ça. Mais ils consomment tout de cette plante. Tout, sous toutes les formes. Ils font les chapeaux, ils font les bateaux, ils font les maisons et ils la mangent. Donc on sait potentiellement produire de la nourriture dans les zones humides pour l'agriculture. C'est aussi des milieux qui peuvent être des milieux humides où on peut avoir de la pisciculture ou de la pêche. Ça se fait dans toutes les régions du monde. On peut avoir de la conchiliculture avec des différents coquillages, les crustacés, les crabes, tout ce qu'on veut, si on n'est pas vegan ou antispéciste. Mais après, je voulais compléter avant de répondre à ta question, parce que pour les plantes, je ne suis pas très bonne, mais il complétera. Oui, je compléterai. Ouais. Mais en agriculture, j'allais dire classique, il y a aussi moyen. C'est-à-dire que sans aller sur des choses qui paraissent peut-être un peu trop exotiques, on peut cultiver en zone humide. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que souvent les agriculteurs me disent « Ah, non mais c'est pas possible, me dites pas que ces zones humides, ça va être panique à bord et machin. » Non, juste il va peut-être falloir changer un petit peu les façons de faire, réfléchir aux périodes, au type de graines. Au matériel. Oui, au matériel, évidemment. Et puis, mais c'est possible. Il y a des études. Ah bah oui, il y a des gens qui y réfléchissent. Oui, il y a... Non, mais le maïs, c'est une plante extrêmement gourmande qui demande de l'eau à certaines périodes. Eh ben, si, ça pourrait pousser en zone humide. Et ça dépend aussi comment on cultive. Le blé a commencé par être cultivé dans des estuaires. Le blé a commencé par être cultivé dans des estuaires. Enfin, on le cultivait aux périodes où les estuaires étaient à sec. Les tracteurs passent plus. C'est ce qu'il dit. On change d'engin. On revient à des choses qui sont plus légers. Aussi peut-être. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va réussir à produire autant de calories qu'on en a besoin pour nourrir la totalité de la population, exactement, et pas ce dont on a envie. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre plus de protéines végétales, moins de protéines animales, parce qu'on a ce souci-là aussi. Peut-être que ça passera aussi par beaucoup de protéines animales, parce que actuellement, ce qu'on produit beaucoup dans les zones humides, c'est de la viande. Hein, on va être clair là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez des belles régions de bocage en Normandie, en Bretagne et ailleurs? C'est parce qu'on y met les vaches ou du mouton dans certains endroits. Donc c'est une agriculture de zone humide. Maintenant, c'est pas forcément la solution merveilleuse, notamment par rapport au climat. Mais c'est de l'adaptation. En plus, comme le climat est en train d'évoluer, il y a de nouvelles essences, des nouvelles espèces qu'on va pouvoir cultiver là. À Nantes, aujourd'hui, on sait faire pousser des avocats qui produisent des fruits. À Nantes. L'avocat, ça boit beaucoup.
L'avocat n'aime pas l'excès d'eau, mais l'avocat peut très bien accepter de l'eau par période en très grande quantité. Donc à Nantes, il y a un avocatier qui doit faire 6 mètres de haut, qui fait 30 kilos de fruits tous les ans, et d'autres qui commencent à être mis en test. Et ça, il y a plein de choses. Il y a le riz sauvage de Mandchourie qui est cultivé au Japon, dans des zones très humides. Et là, on ne le cultive pas pour le riz sauvage de Mandchourie, on le cultive pour un champignon qui vient parasiter la plante, qui fait une espèce de renflement comme ça. Il y en a un sur 100 plantes et il est vendu des fortunes. Donc c'est aussi une forme d'agriculture. Pardon ? Le thé. Le thé n'aime pas l'excès d'eau. Oui, mais il y en a en Bretagne. On est en Bretagne, mais il ne faut pas d'excès d'eau. Il a besoin de beaucoup d'hygrométrie, il a besoin d'avoir de l'eau à disposition, mais il déteste avoir les pieds qui trempent. Oui, mais ça dépend des zones humides. Tu as des zones humides où tu as les pieds qui trempent et des zones humides où tu n'as pas les pieds qui trempent trop longtemps. Ouais. Mais voilà. Votre question, parce que sinon... Juste 2 petites informations. Pardon, c'est comme ça? C'est Non, mieux? plus proche. L'INRAE vient de sortir une étude justement sur les cours d'eau qui n'ont pas été référencés et qui empêchent évidemment leur protection, notamment les cours d'eau qui sont temporaires et qui sont en tête de bassin. Donc ça moins d'une semaine. Hein, Et puis autre petite information, après je passe à ma question, le Grand Lyon en ce moment est en train de lancer tout un projet d'aménagement en zone inondable. Voilà. Donc un nouveau quartier on se pose la question de savoir comment on va pouvoir implanter une école éventuellement. Enfin bon, c'est une autre façon un peu de voir les choses. C'est un éco-quartier, j'espère. C'est le quartier de là où il y avait les anciens entrepôts SNCF à la Mulatière. Il doit y avoir de la pollution là pour le coup. Oui. Non, mais il y a tout. Il y a le risque industriel, il y a tout bien. Alors, le risque d'inondation. Parce que tu parles de pollution, il faut être attentif que c'est pas parce qu'il y a pollution que forcément il y a toxicité. Pardon ? Je redis, ce n'est pas parce qu'il y a pollution qu'il y a toxicité. Voilà. On peut faire de la rhizofixation, par exemple. Non, alors il y a une histoire de disponibilité des éléments pour les plantes et de disponibilité d'éléments pour nous aussi. Et que des fois, ça reste coincé dans les sols. Ça dépend des types de sols, rebelote. Je sais, c'est un peu marangaine, mais c'est une réalité. Et ça peut rester coincé dans les sols. Tu ne serais pas pédologue ? Ah merde, démasqué. Non, mais, et donc, c'est pas parce qu'il y a pollution que forcément c'est nocif. Il faut y faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y faire attention et qu'on traite ça par-dessus la jambe. C'est juste, actuellement, on le traite de façon très brutale, radicale et coûteuse, et que peut-être, avec un peu plus de finesse, ça coûterait un peu moins cher, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut faire les études réellement correctement, quoi. Voilà, mais complète. Ma question, c'était comment une zone humide peut-elle contribuer à limiter la salinisation d'un territoire? Comment techniquement ça se fait chimiquement, enfin bref, peu importe, mais concrètement, comment cette présence d'une zone humide peut-elle éviter que elle va pas surface se salinise? Elle ne va pas limiter la salinisation en tant que telle, elle va limiter l'extension de l'eau salée qui va arriver. C'est pas la même chose. Elle va améliorer la ressource en eau douce. Et en fait, tu me dis si je me trompe. On va se compléter, je pense. Ouais, tant que la nappe phréatique est pleine, grosso modo, l'eau salée a plus de mal à rentrer. Je simplifie. Ouais, c'est une simplification parce que c'est aussi une barrière mécanique, c'est-à-dire que tant que tu as quelque chose qui est suffisamment vivant et suffisamment dense, pas que des sols, hein, ça fait comme une espèce de mur et ça va limiter l'expansion de l'eau, tout simplement. Et c'est voilà. Après, une eau salée et une eau non salée qui se croisent, ça fait une eau saumâtre et ça, par contre, ça se mélange bien. Donc c'est pas une histoire de si l'eau est, enfin si la réserve est pleine, parce que ça va s'échanger en fait. Voilà. Oui. Et alors dans ce cas-là, s'il y a une mangrove qui pousse à cet endroit-là, est-ce que pour le coup ça limite la salinisation ou l'entrée de l'eau salée? Non, j'ai pas d'infos. Alors ça limite surtout l'érosion à la mangrove. Ça va retenir les sédiments qui arrivent de la terre, ça va empêcher la mer de rentrer dans les terres par au-dessus, pas par en dessous.
Mais en tout cas, c'est étudié. Hein. En Floride notamment, il y a des gens du National Tropical Botanical Garden de Miami qui ont vraiment fait une étude sur l'impact des mangroves sur la ressource en eau et sur la protection du trait de côte ou de la côte. Et c'est a priori le dispositif le plus efficient et le moins coûteux à mettre en place pour limiter la casse, à ce niveau-là en tout cas. Mais il y a tout l'amont à gérer. Pardon, tu voulais dire un truc? Oui, je pense que ça limite aussi indirectement l'entrée par-dessous. Parce que tant que tu as de la matière, en fait, ça va compliquer l'entrée par-dessous. Et l'entrée mécanique, tu veux oui, dire? l'entrée mécanique. Oui. Voilà. Donc même si la mangrove arrête l'érosion du trait de côte, va pour le trait de côte, et bah, du coup, ton trait de côte reste avec sa taille. Et donc l'eau salée a tout le trait de côte à passer mécaniquement avant d'arriver à la ressource en eau. Sachant qu'on a un souci, alors notamment dans ce cas précis, qui est l'irrigation agricole. Et parce qu'on tire dans les nappes, en fait, on pompe, et l'eau salée qui mécaniquement ne devrait pas arriver aussi facilement à remonter est drainée depuis la mer vers les sources d'eau douce. J'ai une dernière question sur les mangroves. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il y ait des mangroves qui poussent sur les côtes françaises? On va voir combien ça monte la température. À quelle échelle? Attends. À quelle échelle de temps? Oui, c'est ça, c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, il y a des programmes de protection, notamment à la Réunion, c'est ça, Maurice, aux Antilles moyens. Aux Antilles, en fait, on s'en fout un peu. En fait, tiens, je vais dire un truc que je pense. L'État français se fout copieusement de ces dom-toms. On a la preuve en ce moment. Donc, ne prend pas du tout soin de ces dom-toms. C'est un des États qui prend le moins soin de ces territoires ultramarins. Mais dans d'autres pays, y compris des pays dont on imaginerait qui ne sont pas forcément très bienveillants vis-à-vis de leurs anciennes colonies, on a un vrai travail sur le maintien de ces mangroves et leur entretien et leur mise en place. Donc en France, pas forcément de mangroves, mais on a des végétations qui pourraient venir. On pourrait imaginer peut-être, alors là je parle d'un truc complètement dingue, avoir des cyprès chauves qui sont américains, qu'on plante dans certains coins pour créer un équivalent de mangrove, sachant que celui-ci il est rustique par exemple. Et en fait, la mangrove, ça vient du palétuvier. Ça vient du nom malais du palétuvier. C'est ce que tu m'as envoyé dans ton document, j'ai la confirmation. D'ailleurs, les Américains appellent le palétuvier mangrove. C'est ça, en fait. Quand ils parlent de mangrove, ils ont quatre espèces de mangrove qui poussent et qui créent ce que nous, on appelle des mangroves de types différents. Mais la mangrove, telle qu'elle est nommée comme ça, non. Mais des milieux qui ressemblent à de la mangrove, c'est peut-être envisageable. À condition d'avoir l'humidité atmosphérique suffisante. Peut-être quand même. On aura un autre type de mangrove, remarque. Voilà. Autant pour moi. Ouais, merci. J'avais 2 remarques et une question. La première, c'était pour rebondir sur la question tout à l'heure de monsieur qui évoquait le lien entre couverture des sols et pluviométrie. Je conseille la page LinkedIn, l'autoroute de la pluie. C'est un collectif de Pyrénéens. Alors je sais pas, j'ai juste découvert ça comme ça. Je sais pas si il y a des histoires sous-jacentes que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, qui partagent tout un tas de cartes de France et du monde, du lien direct entre la couverture des sols et les pluies, avec des modélisations de ce qu'ils appellent les rivières atmosphériques, etc. Enfin, voilà. C'est juste pour rebondir. L'autoroute de la pluie. L'autoroute de la pluie, une page LinkedIn. Sur LinkedIn. Tout à fait. Je ne sais pas s'ils n'ont pas un site. Moi, je n'ai pas LinkedIn et je crois que l'année dernière, quand je cherchais des infos sur le cycle de l'eau et des images, je les trouvais indépendamment de LinkedIn. Autoroute de la pluie.org, nous dit-on dans l'assistance. Merci. Voilà, magnifique. Je les connais pas plus que ça, mais voilà, ça vaut le coup de creuser. Autre chose, je me demandais si on pouvait pas évoquer l'hydrologie régénérative. Là, encore une fois, c'est des choses que voilà, on dirait que ça suscite des commentaires, puisque là encore, sur LinkedIn, je suis des boîtes de conseils qui vont dans des exploitations agricoles, qui font des travaux de terrassement pour suivre les courbes de niveau. Comment ? Vous avez vu passer Alain Mallard dans... Non, je ne sais pas. Ok. Je
tombe dessus par hasard. Enfin, Oui. qui recrée des petites mares, etc. Justement pour ralentir le cycle de l'eau, comme on l'a évoqué. Donc ça me paraît enthousiasmant. Alors effectivement, en préservant l'existant, mais il me semble que là, c'est un sujet sur lequel on peut faire du en même temps, c'est-à-dire en même temps essayer d'en recréer. Cette expression est bannie de cette salle, s'il Voilà. vous plaît. Et la question. Est-ce que toutes les prairies permanentes sont des zones humides? Voilà. Celle-là est facile. Non. Ça, Ok. facile. Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage? Parce qu'il me semble que quelquefois dans vos prises de parole, vous avez évoqué le fait que les prairies permanentes étaient des zones Non. humides. Comme tout à l'heure, monsieur a évoqué le fait que l'élevage bovin permettait de préserver des zones humides. Enfin voilà, juste où... Non, vas-y, réponds. Non, j'ai pas fait de bêtises. J'ai dit que beaucoup de régions d'élevage sont des régions d'élevage et sont restées des régions d'élevage parce que du fait que c'était des régions de zones humides, ils n'ont pas pu développer les grandes cultures telles qu'on les cultive aujourd'hui en France. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement des zones humides. Quand on va des moutons sur le Causse, J'avais exactement cet exemple-là. Tu as vu, c'est marrant, parce qu'on parlait de l'Égual tout à l'heure, on se rapprochait. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas, c'est des endroits où, parce que techniquement, c'était très difficile de faire autre chose, on est resté à l'élevage. Entre l'acidité des sols et leur humidité, ça nous a amené là. Mais toutes les prairies permanentes ne sont pas des pâturages. Ne sont pas des zones humides, autant pour moi. Oui, d'ailleurs, des fois, elles ne sont même pas pâturées, d'ailleurs. Oui. Hein. Mais il donnait l'exemple des Causses, donc j'avais exactement le même exemple en tête. Voilà. Et voilà. Et là, en l'occurrence, c'est pas parce que c'est acide et très humide, c'est parce que c'est très court, très calcaire et très sec. C'est un peu l'opposé, quoi. Et pour aller sur l'hydrologie régénérative, typiquement ce que je racontais des Everglades, on est dedans. C'est une forme d'interventionnisme. À titre personnel, je suis partagé. Je pense qu'il faut en faire un minimum d'interventionnisme et que la préservation des milieux sera toujours plus dynamique, la préservation des espèces. Là, il y a actuellement beaucoup de gens qui travaillent sur le castor. Je parlais du castor sans plaisanter tout à l'heure, en fait, avec la capacité du castor à créer des barrages relativement poreux qui vont réinonder des zones et vraiment énormément contribuer à la qualité et à la quantité d'eau qui vont pouvoir réapparaître dans les sols d'une région. Le problème dont je vous ai parlé de réensauvagement d'une rivière pour permettre le retour des saumons, c'est aussi pour permettre de rénover le bassin hydrologique qui alimente tout San Francisco et la Silicon Valley, au passage. Enfin, c'est des actions. On est dans de l'hydrologie régénérative. Maintenant, faut voir à quel point c'est pertinent et ce que ça implique derrière. Par exemple, c'est un vrai sujet. Je sais qu'ici, quelqu'un dans la salle est au courant de ce qui se fait sur le réensauvagement, sur le retour à la continuité écologique, par exemple, dans certains cas, où on fait fermer des biefs de moulins. Le bief, c'est toujours le petit canal qu'on dévie d'une rivière pour aller alimenter un moulin, par exemple. C'est de la régénération, mais en même temps, on va détruire un bief qui était peut-être devenu un milieu qui n'était pas inintéressant. Sur des passages de seuil où on réduit les seuils sur des rivières, par exemple, je parle beaucoup, c'est ça? J'ai exactement les mêmes exemples en tête. Tu me les grilles, vas-y, passe. Je suis désolé. Mais on détruit des seuils de rivières pour permettre aux poissons de revenir. C'est très bien, sauf si à côté, pour faire semblant de renaturer, on va faire des travaux publics énormes pour faire bosser des boîtes de TP du département, à refaire un truc en ciment pour dévier l'eau du Cher sur plusieurs kilomètres pour que ça ressemble à une rivière naturelle. Faut voir en fait comment ça se fait. Et le fait que ce soit sur LinkedIn, c'est pas un hasard. Je sais que certains d'entre vous sont sur LinkedIn. Pour moi, ça reste un réseau de droite qui consiste à faire du business. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut faire autrement que faire du business, en fait. Alors, pour le LinkedIn, j'en parlerai pas, parce que je connais vraiment pas. Et puis, j'ai pas envie d'y être. Voilà. Ça me donne pas envie, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, là, du coup. Mais ça, c'est parce que grillé. je suis un nanar C'est clair. emmerdeur. Mais pour l'hydrologie régénérative, alors, figurez-vous que ça fait, 18 mois, 2 ans que j'entends parler de ce terme-là. Donc, je me suis penchée sur la question, notamment quand on est coordinatrice scientifique d'une association d'agroécologie. L'hydrologie régénérative, c'est un truc qui traîne régulièrement dans les discussions. Et mon boulot à moi, c'est d'essayer de rester le plus droite, intègre possible dans ce que nous faisons. Et c'est pas facile, hein.
C'est clairement pas facile, indépendamment de l'association, c'est pas facile en général. Et l'hydrologie régénérative, quand j'en ai entendu parler la première fois, c'était par quelqu'un qui était hyper méga fier d'avoir transformé la garrigue montpelliéraine en un territoire agricole. Et là, alors j'ai aussi vécu à Montpellier, je sais comment c'est la garrigue, je vois comment c'est, et comment des fois on se dit non, j'ai pas envie d'y aller, quoi. C'est trop sec, c'est trop piquant, c'est trop... Mais quand même... Hein, pour chasser la bartavelle. C'est ça. Alors voilà. Et donc j'ai quand même demandé à un collègue écologue spécialisé des milieux méditerranéens, je lui dis mais la garrigue, il n'y a rien dedans à part des saloperies qui me piquent tout le temps à chaque fois que j'y vais et que j'ai soif rien que d'y penser. Il me dit mais c'est un super milieu écologique. Ah, c'est ce qui me semblait. Ouais, mais transformé. Donc là, en l'occurrence, l'hydrologie régénérative a permis de transformer quelque chose qui est hyper méga sec, où franchement, si vous essayez de faire pousser quelque chose, c'est pas facile, hein, ça demande... Vous voyez Manon des Sources, quand elle n'avait pas encore l'eau, bah, c'est ça. Et il en a fait un territoire agricole vert et riche. Et bah, pour moi, c'est ça beaucoup que je vois dans l'hydrologie régénérative, c'est une forte transformation des milieux, sans tenir compte du milieu et de faire avec le milieu qui existe. Et donc, ça a un impact. Donc, c'est savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Après, c'est aussi un terme que je vois de plus en plus passer, peut-être parce que je le connais maintenant. Donc, je me suis aussi renseignée auprès de mes collègues chercheurs pour savoir un peu à quoi ça ressemblait. Qui m'ont dit, franchement, ce qu'ils font là, c'est juste apprendre à gérer l'eau quand on le fait de façon réfléchie et pas en détruisant un milieu écologique qui existe déjà, mais qu'on essaye de juste faire en sorte que les haies, fossés, etc., qui ont été complètement détruits soient à minima un petit peu remis, et en tenant compte du paysage. En fait, c'est simplement apprendre à gérer l'eau et à faire avec le milieu et à recréer ce que la nature aurait pu faire éventuellement, mais que ça fait des siècles qu'on ne le sait plus parce que c'est un lieu qui est travaillé. Alors c'est intéressant que tu parles de siècles. Je peux répondre à vous deux en même temps, en fait. Vous deux ? Non, pas vous deux, vous. Vous deux, vous. Parce que tu parlais d'agriculture, à savoir ce qu'on allait pouvoir cultiver dans des milieux humides ou des zones humides. Et l'agriculture, pas l'agriculture régénérative, mais l'hydrologie régénérative accompagne souvent l'agriculture régénérative aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rencontrer, par exemple, dans des milieux insulaires qui ne sont pas en France. Enfin, en France non métropolitaine, où les populations autochtones reprennent en fait un peu la main sur les territoires pour y faire revivre des modes de vie qui leur ont permis d'habiter ces milieux pendant des millénaires sans les détruire. Et à Hawaï, par exemple, on a la reconstitution de ce qu'on appelle des lohi, qui sont des petites parcelles dans lesquelles on cultive le taro. Le taro, c'est une grosse aracée, c'est une plante de la famille des aracées, qui est très connue en Asie, qui est très connue en Polynésie, pour ceux qui connaissent la Polynésie. Très, très riche. On consomme le rhizome, qui est très, très riche en fécule, les feuilles, comme les épinards, etc. Et ça ne peut se cultiver que dans l'eau. Et en fait, on se rend compte, là-bas, qu'en réhabilitant des lois dont certains datent du XIVe siècle et avaient été abandonnés, ils en ont retrouvé les traces, ils les remettent en service, on améliore la qualité d'eau et la ressource en eau. Ça ralentit le circuit de l'eau à certains endroits où ça avait fini par passer différemment, puisque les forêts aussi sont un peu esquintées là-bas, qui commencent à rencontrer leurs premiers incendies, et on résout une partie de la problématique alimentaire. Par contre, ça se mécanise pas. Ça se fait à la main. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, ça a des implications sociales très très fortes, parce que ça ne peut pas fonctionner sans un système horizontal. Ce qui va beaucoup plaire aux gens de l'Académie du climat, je pense. Merci. Il est 21h. Nous allons donc arrêter nos deux bavards et vous remercier tous d'avoir été là.